Parfois, mon papa me disait ça va ta start-up? Souvent, j'avais pas envie d'en parler en fait, parce que c'était compliqué, etc. Et j'avais pas envie de lui dire, mais en fait, je viens de me faire avoir pour 60 000 euros, 100 000 euros, j'en dors pas la nuit. Je voulais pas qu'il s'inquiète non plus, en fait, je pense. J'y connaissais rien au milieu de l'entreprise privée, ni au business, rien du tout. Je sentais que c'était un truc qui pouvait vraiment marcher, qui apportait de la valeur, en lequel je crois, en lequel j'étais légitime. Et ça, j'ai mis forcément un peu de temps aussi à me l'auto dire comme ça. Pile, oui, j'ai levé 250 000 la première fois. Tout le monde me disait ça avance bien, j'étais là, j'ai trop honte de leur dire et tout. Un jour, j'ai ça, pareil, des solopreneurs femmes et tout, elles me disent arrête, c'est vraiment super bien. Moi, j'ai levé 20 000 euros. Ouais. Et là, je me rendais compte, en fait, parce que je me mets toujours la barre tellement haute aussi. Développer notre portefeuille client, surtout notre produit, moi ce qui m'anime au quotidien, bien entendu, j'adore discuter avec les clients parce que ça nous fait vraiment des retours. Voilà, on est aujourd'hui capable de produire des choses de façon extrêmement rapide et on a fait gagner du temps à beaucoup de partenaires. C'est pas parce que je suis en congé maternité que le monde s'arrête. Moi, au contraire, ça me plaît. Ça veut dire que si je suis capable de faire les deux, et au contraire, ça me donnait encore plus envie. Le fait d'avoir eu ma première fille, de me dire je veux faire un truc quand le matin que j'ai envie de faire. Mes filles en maternelle, elles savent ce que je fais. Hein. Ouais. Elles expliquent, elles disent maman elle est chirurgienne stomatologue et elle est start-upeuse en IA. Voilà. Et je suis trop fière. Bienvenue sur Binov TV dans One to One Business, l'émission où les parcours inspirent et où les expériences transforment. Aujourd'hui, nous allons encore explorer le monde de l'entrepreneuriat sous toutes ses facettes et j'ai l'immense plaisir d'accueillir Dr Solène Vo Quang. Elle est médecin, chirurgienne et entrepreneur passionnée dans le monde de la santé et elle vient innover et transformer ce secteur. Fondatrice de HackerCare, elle connecte les professionnels de santé avec les entreprises qui innovent dans ce secteur. Elle est là pour nous partager son parcours, son histoire et ce qui la pousse finalement à innover dans ce secteur-là de la santé. Bonjour Solène, merci d'être là et bienvenue. Bonjour Massy, merci beaucoup pour l'invitation, je suis très honorée. Je t'en prie, c'est un plaisir pour moi aussi de te recevoir et surtout de parler de ton super beau projet. Dans l'émission One to One Business, on a une habitude qui est celle de parler bien sûr de l'entrepreneuriat, mais avant d'entamer cette partie importante de l'entrepreneuriat, on parle aussi de la personne, de son parcours, de son environnement familial, là où il a grandi, parce qu'on a remarqué que souvent, en fait, les deux parties sont un peu liées. Donc du coup, on aime bien évoquer cette partie un peu plus personnelle. Donc je t'invite bien sûr à te présenter avec tes mots et puis à commencer à évoquer toute cette partie-là. Merci beaucoup. Eh bien, donc moi je suis Solène, je suis donc médecin, comme tu le disais, chirurgienne stomatologue et entrepreneure dans la santé, voilà, technologique de façon plus précise. Je suis aussi et surtout maman de 2 petites filles. Voilà, qui m'occupe bien. Et puis voilà, je suis quelqu'un de très sportif également. Hein. Donc juste avant de venir d'ailleurs, comme je te le disais, oui. J'étais en retard parce que aussi je prépare le marathon de Paris. Voilà, donc je suis quelqu'un qui aime faire beaucoup d'activités et je pense que c'est ce qui m'a donné aussi envie de faire de l'entrepreneuriat, voilà, de me lancer. Bon, ça j'ai bien remarqué que tu n'étais pas comme tous les autres. Tu avais une particularité, c'est que tu as une particularité, c'est que vraiment, je te sens ultra énergique. Tu as beaucoup d'énergie à donner, à transmettre. Et ça, je l'ai remarqué même quand on a juste échangé au téléphone tous les deux. Je me suis dit, celle-là, elle est à fond. J'aime beaucoup rigoler aussi. Je pense que tu as dû provoquer aussi, et rigoler. Voilà. Exactement. Mais c'est bien, parce qu'on dit que rigoler fait alors, je ne sais pas, mais toi qui es médecin, nous permet de gagner un peu en espérance de vie.
probablement, mais je pense que ça, oui, ça permet de faire passer un beau moment à soi. Moi, ça m'arrive souvent de rigoler toute seule. Voilà, sur bon, c'est pour ça que je regarde beaucoup de stand-up en ce moment. D'ailleurs, c'est un peu mon petit délire. Je le dis, il y a quelques personnes qui le savent, mais que depuis que je suis rentrée des US, je vais dans beaucoup de salles de stand-up parisiens et je me suis même lancée moi-même. Donc, Non, sérieux? mais ça, je ne dirais pas cool. où, parce que ce sont mes patients en fait qui m'ont dit que j'étais très drôle. Et donc j'ai commencé à écrire quelques scènes vécues avec eux, et donc c'est comme ça, je le révèle pour la première fois aujourd'hui, attention, mais je ne dirai pas où je me produis, pour l'instant je n'en suis pas là, voilà. Bon, tu me les diras en off, comme ça je viendrai te voir. Ouais, c'est ça, en cachette, voilà. Ok, bon, c'est bien, franchement, bravo. Donc, donc c'est multicasquette. Moi, quand j'ai vu, bon, déjà médecin, chirurgienne, en plus entrepreneur, je me suis dit, alors, déjà quand on fait autant d'études, etc., mais à quel moment on se dit, non, finalement, je veux devenir entrepreneur. Mais bon, on en reviendra dessus. Donc, du coup, sur ton parcours personnel, ton environnement familial, est-ce que tu peux nous dire qui était Solène enfant, ses parents, je ne sais pas si tu as des frères ou sœurs, enfin voilà, donc je te laisse nous raconter ça. Eh bien moi je viens d'une famille nombreuse, on est 4 enfants, donc je suis l'aînée, et puis ça a été une enfance très, très heureuse, très animée, hein, forcément, parce qu'il y a un peu les mêmes profils dans mes frères et sœurs, donc voilà, les repas du dimanche ou autres sont toujours très animés, hein. On aime beaucoup discuter, se challenger, donc c'est une très très bonne ambiance familiale. Donc bon, moi j'ai un papa médecin, donc forcément ça, je pense, ça m'a donné des idées quand j'étais petite. Et comme je le disais dans une vidéo récemment, j'ai aussi moi été opérée petite 2 fois, donc je pense que ça m'a permis de vivre aussi le milieu hospitalier de l'intérieur enfant, et ça m'a beaucoup marqué, ça m'a fascinée en fait, vraiment. Et surtout, je fantasmais petite sur les chirurgiens déjà à mon niveau de petite fille, parce que justement je trouvais pour moi ils sauvaient des vies, ils sauvaient des enfants aussi. Et donc quand le chirurgien qui m'avait opéré m'avait expliqué aussi, parce que j'avais vu une photo d'un petit garçon qui était togolais, qui faisait venir pour opérer, et qui faisait l'humanitaire. Pour moi j'ai associé aussi voilà, la chirurgie avec le soin des autres, donner aux autres, et surtout aussi le côté humanitaire, et c'est vraiment depuis toute petite ce qui m'a donné envie de faire de la chirurgie. D'accord. Voilà. Donc papa médecin, voilà. Donc il t'a transmis un peu le virus, Oui, c'est ça, il a commencé la lignée, on va dire, médicale de la famille. Tes frères et sœurs, ils sont médecins du coup? J'ai un petit frère médecin, oui, tout à fait, un petit et frère quelques plus aussi qui sont dans le milieu médical également. D'accord, donc vous ça avez a tous commencé choisi... un petit peu... Ok. Et ta maman? Maman est dans le système d'éducation nationale, voilà, donc un peu plus traditionnel, mais voilà, qui nous a donné aussi cette rigueur voilà, pour les études. Bon. Et tu as vécu à Paris En région parisienne, oui. Ouais. J'étais dans la 91, dans l'Essonne. Voilà, donc pour ceux qui connaissent, il y a tout le plateau de Saclay, et c'est un secteur très scientifique, hein, donc j'avais justement l'habitude... J'ai un cousin qui habite Saclay. C'est vrai. Ouais. Plateau de Saclay, maintenant il y a Centrale aussi qui s'est installé vers là-bas, il y a le CEA aussi qui est pas loin, donc c'est vraiment Puis il y a des écoles de commerce. Il y a des écoles polytechniques aussi qui est à Palaiseau, donc oui, c'est un secteur très scientifique, hein. Et comme moi j'ai eu un papa qui est très intéressé par tout ce qui est science, etc. On allait souvent aussi dans les journées de la science, on allait souvent sur les plateaux, donc ouais, non, ça vient aussi, le côté scientifique a été très cultivé pour moi étant petite. Ouais. D'accord. Voilà. Donc tu as fait tes études, donc je pense classique, bac général S. Exactement. Et ensuite derrière t'as fait quoi comme études du coup après? J'ai fait des études de médecine, okay. Donc à la fac, donc directement après le bac. Okay. Donc voilà, c'est classique au départ, et puis. Combien d'années de médecine en tout? Du coup, mais il y a les 6 années d'externat. Une fois qu'on a eu la P1, on est encore 5 ans à faire. Et après, on passe les ECN à la fin de la 6e année d'externat. Et là, on choisit la spécialité en fonction de notre rang de classement. À l'époque, ça s'appelait les épreuves classantes nationales, les ECN. Aujourd'hui, il y a différents noms, il y a plein de réformes en cours. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, après, j'ai choisi la spécialité de chirurgie orale, hein, qui correspond à la chirurgie stomato. Et donc, j'ai refait 4 ans derrière de chirurgie pour avoir mon diplôme, ma thèse, et ensuite j'ai fait un clinica
Donc une fois qu'on est là, on est senior. D'accord. Il n'y avait pas à l'époque de statut de docteur junior pour les médecins qui regarderont, qu'ils ont rajouté aussi encore des années d'études entre l'internat et le statut de chef de clinique assistant des hôpitaux, comme on l'appelle. Et là, j'ai refait ça 3 ans. Voilà. Ce qui permet d'être senior, mais de continuer à se former, d'opérer à Tu les as l'hôpital. comptés? Là, j'ai pas réussi à tout compter Ouais. là, en termes de Bah, ça fait 6 plus 4 plus 3 que j'ai fait. 13 ans d'études en tout. On va dire ça fait 6 plus 4, principalement 10. Et puis après, en effet, voilà, je me suis formée en tant que senior en plus 3 ans. En plus, voilà. D'accord. Parallèle de Et donc, la tu as fait recherche. tout ça, tu as du coup après exercé? Oui. Après, en fait, j'exerçais déjà à l'hôpital, hein, Mhm. finalement, quand j'étais chef de clinique. Mais on avait une activité qui est mixte, parce qu'on fait non seulement de la chirurgie, mais on fait beaucoup de formation des étudiants aussi, parce qu'on a ce rôle de chef de clinique. Il a vraiment une mission d'enseignement, donc à la fois sur place, au bloc, hein, donc j'enseignais aux étudiants la chirurgie stomato, et j'avais ces cours à donner à la fac aussi, hein. On fait vraiment partie du corps enseignant pour les étudiants. Et j'avais cette activité de recherche, parce que j'ai également fait un Master 2 et une thèse de sciences, en tout cas, voilà, en recherche. D'accord. Et donc, autant d'études, à quel moment, justement, cette fibre un peu entrepreneuriale, elle est arrivée? Parce que dans ton entourage, il y avait des entrepreneurs, ça te plaisait? Ou vraiment, tu as découvert ça un peu par hasard? Enfin, comment ça s'est passé, Alors, cette rencontre avec ouais, non, l'entrepreneuriat? en fait, j'ai personne dans ma famille d'entrepreneurs. En tout cas, ça fait pas partie de la tradition familiale. Je suis quelqu'un de très curieux. J'adore poser des questions, apprendre. Et en fait, j'ai beaucoup regardé aussi de films de science-fiction quand j'étais petite, parce que mon papa aimait beaucoup ça. Et déjà, je pense que je connaissais déjà le mot IA sans savoir vraiment ce que c'était. Et je me souviens, un jour, j'étais externe en médecine, et j'ai commencé à lire des articles suite à... Voilà, j'ai vu un robot sur un article, là, je crois que c'était Le Point, il y a quelques années. Ouais. Et j'ai commencé à m'intéresser à lire des articles sur l'IA en santé. Vraiment, ça me fascinait. Et c'est comme ça que ça a commencé. En fait, je me suis intéressée à vraiment ce secteur-là, la tech en santé, l'IA. Et je me suis Te former? formée, en tout cas auto-intéressée, parce que finalement j'essaie d'en parler un peu Autodidacte, autour de quoi. moi, exactement. Et c'est pas quelque chose qu'on nous enseignait à la fac, en tout cas à l'époque. Oui. Et donc j'avais réussi, quand j'étais interne, à aller même dans un congrès à Londres, parce que je suis un peu l'actualité. Je voyais qu'il se passait pas mal de choses dans d'autres pays, notamment USA et UK. Et j'étais allée, j'avais pris un billet d'Eurostar pour aller à un congrès américain qui avait lieu à Londres, sur l'IA en santé justement. Et c'est là que ça a été le déclic. Je ne sais plus en quelle année exactement c'était. C'était encore étudiante? J'étais interne en médecine à ce moment-là. Ok. Et j'ai vu des entreprises en santé, IA, etc. J'ai découvert que Google, tous ces géants finalement de l'intelligence artificielle, mais j'ai surtout découvert qu'à King's College, London, il y avait des étudiants en médecine qui étaient un peu plus jeunes que moi, qui déjà avaient des options à la fac, et ils étaient en train de pitcher sur des projets de neurosciences, IA, etc. Et là, j'étais tellement jalouse. Enfin, je me souviens, je suis rentrée à Paris en me disant, mais moi, j'aimerais vraiment faire ça aussi, en fait. Et donc, quand j'étais dans cette phase de recherche, parce que j'ai fait de la recherche, je me suis dit, mais moi, je veux faire une thèse de sciences en IA. Voilà, et je me souviens d'avoir essayé de trouver des gens, des universitaires pour m'aider à trouver un peu mon chemin. Et c'est vrai qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je voulais faire ça. Ils me disaient, mais en fait, il faudrait que tu fasses mathématiques, ou tu aurais dû faire une autre formation. Et quand, par contre, j'avais contacté des spécialistes en IA, pour le coup des chercheurs en IA, ils me disaient, bah, ça va être un petit peu compliqué. Pourquoi pour toi, le niveau thèse? Parce qu'en fait, nous, on cherche des gens qui savent déjà coder. J'avais pris des cours de code en me disant, ouais, il faut que je me prépare. Donc, j'ai vraiment tout essayé. Mais je sentais que j'étais un peu entre les deux, finalement. C'était pas tant coder pour développer moi-même des algorithmes qui m'intéressaient, c'était plutôt les usages qui m'intéressaient. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, je suis arrivée à rencontrer des startups en IA dans des congrès, et j'ai commencé à bosser pour des startups en IA. Et c'est là que a commencé à germer l'idée de ma startup à Curcare. Voilà. D'accord. Et c'est incroyable parce que ce que tu dis quand même, c'est important parce que donc, dans le système scolaire, on va dire médecine, etc., en France, on n'a pas cette partie
où on prépare éventuellement quelques étudiants ou ceux qui le souhaitent à des modules entrepreneuriat ou pour travailler sur des projets comme ça. Alors, C'est pas du tout le... de mon temps, et pourtant je suis pas Ouais, vieille, il y avait on a le rien, même âge. rien du tout, mais rien du tout. Moi, j'ai été un petit électron qui cherchait un peu son chemin, parce que Hmm. j'avais envie, bien sûr, j'adorais ce que je faisais en chirurgie, mais dès qu'on me parlait de guide chirurgico 3D, et c'est pour ça aussi que j'avais choisi ma spécialité, parce que déjà je sentais qu'il y avait de l'innovation, il y avait de l'impression 3D, donc j'étais toujours attirée. Moi, dès que j'entendais un truc 3D, impression, guide, IA, assistance, j'étais là, c'est pour moi ça. Ah, je m'arrêtais tout de suite, c'est où c'est où et donc c'est comme ça que j'ai commencé à rencontrer des startups, et j'ai fait ma thèse de médecine avec une première startup qui est une D'accord. licorne aujourd'hui, donc je suis dans ma spécialité en plus, Qui est dental monitoring. D'accord. Donc j'ai travaillé avec eux, ils étaient en plus au début, ils étaient pas hyper nombreux, donc j'ai un peu, pendant 2 ans, j'ai bossé avec eux pour ma thèse de médecine, parce que j'avais évidemment envie de mettre de l'algorithme, etc. Donc je suis partie, heureusement, j'ai trouvé un directeur de thèse qui voyait, enfin qui comprenait pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'avais envie de faire ça. Donc au contraire, qui m'a aidé aussi à mettre en œuvre ce projet-là, parce que je travaille sur justement les analyses tridimensionnelles dans le Codebeam, qui est un des appareils pour faire des imageries dans notre sphère orofaciale. C'est le Codebeam et pas le scanner qu'on utilise le plus. Donc j'ai étudié voilà, mathématiquement des déplacements dentaires dans des dysmorphoses, enfin, des anomalies de développement maxillofacial. Et donc ça, je l'ai fait de façon mathématique grâce à l'aide des ingénieurs justement de dental monitoring. Et en échange, j'ai pu surtout découvrir l'intérieur d'une start-up en fait, qui était à l'époque plutôt scale-up déjà, et surtout me rendre compte que c'était surtout aussi l'IA, parce que moi, la première fois que je suis arrivée, c'est quand même la petite anecdote, dans cette start-up, je leur ai dit, elle est où la machine? Ah bon? Elle La est où la machine de quoi? machine? Ben oui, la machine de quoi? Mais je sais pas pourquoi, j'avais tellement vu de films que pour moi, la machine IA, c'était tu sais, j'ai vu tellement Ah de oui, films, même de c'est guerre, comme dans les etc., vaisseaux, avec l'IA. Ben oui, tchac. c'est ça, elle est où la machine qui fait l'IA, en fait, qui génère? Et je l'ai cherchée. Et là, ils ont rigolé. Et en fait, après, j'ai appris qu'en fait, non, c'était complètement fictif, etc. Mais oui, je pense que quelques années plus tard, j'ai eu des étudiants qui m'ont qui m'ont posé les mêmes questions, hein. Donc, Ouais. comme quoi, Alors, voilà. elle est où la machine? Elle est où la machine? J'étais persuadée qu'il y avait, il y avait une Un salle robot. avec une grosse machine, un peu comme à l'hôpital, il y a des machines, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'imaginais ça. Hmm. Donc, ça les a fait rigoler. Et puis bon, après, ça a été un super échange où moi, j'annotais beaucoup d'images pour l'IA. Je voyais l'IA qui me proposait après des diagnostics sur l'image panoramique dentaire qu'on utilise dans notre pratique. Et puis j'ai énormément échangé avec des techs qui certains m'ont appris à coder aussi. J'ai eu des initiations sur les algorithmes, j'ai appris beaucoup de choses. Tu as compris que finalement, l'intérêt des mathématiques, des mathématiques pour l'IA. Exactement. Moi, quand je discute avec un cousin qui est, lui, justement, vraiment dédié à ses études d'IA, etc., et au départ, il me disait, bah, en fait, l'IA, c'est des maths, c'est que des maths. Mm. C'est que ça, c'est que des probabilités, c'est que ça. Et je n'arrivais pas, pareil, à comprendre au départ pourquoi c'est des maths, en quoi c'est des maths. Toi, quand tu as choisi ta, ta spécialité, Mhm. pourquoi tu as choisi ça? Mm. C'est pas commun. Quand tu m'as dit au départ Stomato. stomato, Mm. tu vois, Ouais. je disais alors stomaco, c'est quoi? Au départ, je me disais, bon, Ouais, c'est en c'est lien avec l'estomac. Ouais. l'estomac. C'est vrai que beaucoup de gens pensent ça. En fait, je voulais faire de la chirurgie. Donc j'ai fait énormément de stages d'externe, parce que avant de choisir la spécialité, on a tout un programme de stages à faire pendant les études de médecine, et on a des stages de chirurgie. Et donc moi, dès que je pouvais prendre un stage de chirurgie, je prenais un stage de chirurgie, c'était obligatoire. Et donc j'ai fait pas mal de spécialités différentes. Et puis je suis tombée, un de mes deux, je crois que c'est un de mes premiers, mon deuxième stage de chirurgie, c'était en maxillofacial à la Pitié quand j'étais externe. Et maxillofacial et stomatologie. Et j'ai adoré. Je pense qu'il y a l'ambiance aussi. Ça a été un stage où vraiment, en tant qu'étudiant, on a été mentorés. On avait tous un interne ou un senior avec qu'on suivait. Et on était capable, d'habitude, les stages en médecine, c'est le matin. Pour les externes, l'après-midi, on travaille, on a des cours. Là, on était capable de rester des journées entières au bloc avec les internes, parce qu'on faisait vraiment partie de l'équipe, en fait. Vraiment, il y avait cette transmission dans ce service. Et on allait en salle de garde. Enfin, on vivait vraiment les choses comme avec le senior en chirurgie. Et c'est vrai que ça m'a donné
envie d'en savoir plus sur cette spécialité. Donc après, il y a des blogs quand même qui durent des heures et des heures, parce qu'il y a beaucoup de carcino aussi, donc de lambeaux, de greffes osseuses. Et il y a toute la partie stomato avec des chirurgies un peu plus courtes, avec dents de sagesse, pose des implants, fait des greffes d'os mandibulaire avant de faire des reconstructions. Je me suis posé la question aussi de me dire, bon, bah, c'est vrai que j'aime bien, mais c'est vrai que moi, rester finalement 10 heures au bloc, j'ai bien vu que c'était fatigant. Enfin, je voyais aussi avec les internes, c'est ça l'occasion qu'on a, c'est de discuter avec des personnes qui sont dans cette spécialité, qui sont déjà internes, ou même des chefs. Et puis j'étais allée me renseigner aussi en ville. J'étais allée voir certains ou assister faire des aides opératoires. Quand on est étudiant en médecine, certains font ça. Donc moi, j'étais faire des aides opératoires en ville aussi, en clinique, de certains de mes chefs qui avaient des cabinets à côté. J'ai trouvé que c'était finalement l'activité stomato était hyper sympa. Moi, j'aime bien quand c'est bien cadré, mais quand c'est court, rapide comme soin. Puis le fait de rendre service dans une chirurgie assez courte, finalement, ça m'allait bien. Ça dure pas trop longtemps finalement? Non, ce que je fais, moi, les actes au quotidien, c'est principalement des dents de sagesse, des choses comme ça. Ça peut être 20 minutes où il faut se concentrer. C'est peut-être mon côté aussi concentration qui n'est pas très long aussi, je pense. Il y a probablement de ça, mais du coup, moi, ça me va. Des actes courts, c'est très intense pendant le moment, mais après, hop, je peux switcher sur autre chose à ce moment-là. Donc voilà, c'est ça qui m'a donné envie aussi de voir que cette activité de stomato était aussi tout à fait gérable en ville. En local aussi, donc avec un plateau technique moins important qu'une clinique privée où il faut un anesthésiste. Donc j'ai trouvé ça très, très intéressant comme pratique. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi cette spécialité à l'internat. Mais quelle est la différence alors avec un chirurgien dentiste ou un dentiste du coup Je vais rentrer dans des débats. Mais vraiment rapidement, parce que j'ai essayé de comprendre. Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a des chirurgiens en fait, c'est une spécialité aussi que certains dentistes peuvent prendre. Donc la chirurgie orale aussi est à double entrée. Il y a des dentistes qui font l'internat pour faire cette spécialité également. Mais finalement, la formation dentaire pure, parce que les dentistes ne sont pas obligés de passer l'internat après. Donc ils ont un diplôme en fin de 6e année. Donc il n'y a pas d'internat obligatoire. Il y a ceux qui le passent. Ceux qui ne le passent pas, ils font de la dentisterie omnipratique, et puis après, il y en a pas mal qui, éventuellement, refont des DU, des formations autres, pour ceux qui veulent en plus se spécialiser en chirurgie. En médecine, on ne peut pas faire de la chirurgie si on n'a pas fait l'internat, en fait. Voilà. Et aujourd'hui, la position du stomato chirurgien oral, parce que maintenant, j'ai les plus jeunes générations qui, juste après moi, elles sont vraiment chirurgiens oraux par médecine. On est un petit peu, je dirais, le lien entre la chirurgie maxillofaciale et les chirurgiens dentistes, parce qu'on fait, on a cette vision médicale, chirurgicale, mais aussi dentaire, qui fait qu'on est un peu plaque tournante sur des pathologies entre les deux, quoi. Voilà. D'accord, bien. Donc aujourd'hui, tu entreprends, depuis quand même pas mal de temps maintenant, mais tu gardes quand même ce métier-là, donc ton activité de médecin, de chirurgienne, que tu fais, et donc tu lis l'aspect entrepreneuriat avec l'aspect médecine où tu pratiques, où tu fais toujours de la chirurgie d'ailleurs. Tout à fait, ouais. Et comment tu arrives à lier ça? Déjà, j'ai arrêté pendant 2 ans, j'ai pas opéré parce que j'étais aux États-Unis. Ouais. Parce que j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis pour raison à la base familiale, et j'ai pu en plus être sélectionnée dans un accélérateur américain. Donc je m'étais dit pendant 2 ans, ne pouvant pas pratiquer sans repasser des diplômes là-bas, c'était l'occasion pour moi de me concentrer à la start-up sur laquelle j'avais commencé à travailler, qui était en mode projet pour le coup, mais j'ai créé la start-up en France en étant aux US. Donc c'était un petit peu un truc, je pense pas... C'était une start-up française, mais j'étais aux US quand je l'ai créée. C'était un choix? C'était pas... Oui, c'était un choix, parce que j'avais déjà la communauté médicale en France, et donc j'ai repris la chirurgie, pour venir à ta question, en septembre 2023, là, il y a quelques mois, parce que ça me manquait aussi, et puis comme je suis revenue en France, j'avais très envie de revoir des patients. Voilà. D'accord. Et donc ton expérience du coup aux États-Unis, donc dans un accélérateur, tu as vu une différence flagrante par rapport à ici en France? Alors j'ai aucune comparaison par rapport à un accélérateur en France, parce que je n'ai jamais eu la chance d'avoir été sélectionnée dans un incubateur ou accélérateur.
J'étais soit trop tôt, soit trop tard, à les deux ou trois fois où j'ai postulé. Ce qui est rigolo, que j'ai été prise dans un accélérateur américain, puis après dans un autre programme européen. Quand je suis revenue là en France, j'ai postulé un programme, et c'est européen. Donc je suis allée à Vienne, là, à la fin de l'année dernière, dans un autre programme d'accélération qui était européen. Donc j'étais avec des Allemands et des Autrichiens. Donc comme quoi, moi j'aime bien. Après, je suis très contente parce que j'adore découvrir les autres cultures. Et sur le côté professionnel, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et je pense que ça fait partie aussi de notre essence à Curcare, c'est que je me suis inspirée de pas mal de choses que j'ai vues, et puis culturellement, ça m'aide aussi pour parler aux gens et bien comprendre les attentes ou les marchés en fait. D'accord. Et donc pendant cette phase d'accélération aux US, ça a duré combien de temps? Alors c'était 7 mois à peu près que j'étais dans ce programme, qui était un programme de l'université de Yale où j'étais. Donc Yale, c'est, pour ceux qui ne voient pas où c'est à New Haven, Connecticut. Donc c'est entre Boston et New York. C'est une ville très très sympa. C'est pas la Silicon Valley, quoi. Non, c'est côté est. Quand on dit US, start-up, tout de suite on pense... En fait, il y a un très très gros pôle medtech, donc start-up dans la santé tech vers Boston aussi, New York. Donc c'est un écosystème qui bouge beaucoup. Et j'ai eu la chance par ce programme, parce que c'était un programme Yale, mais on avait beaucoup de choses à New York, parce qu'il y a beaucoup de partenaires, avocats et autres qui étaient sur New York, donc on avait pas mal de sessions aussi à New York, donc j'ai pu un petit peu aussi réseauter, rencontrer des gens là-bas, et Boston aussi, je suis allée quelques fois, comme on dit Boston, voilà, au MIT, que j'ai pu visiter aussi, donc c'était vraiment, vraiment chouette. Et donc justement, je reviens à la genèse et à l'idée de ce projet entrepreneurial. Dès le départ, tu as eu cette idée de connecter des professionnels de santé avec des entreprises qui innovent dans ce secteur de la santé, ou bien l'idée a été orientée, réorientée au fur et à mesure de ton... Et comment elle est venue cette dernière phase, cette dernière brique? Alors l'idée a germé parce que moi-même j'ai vécu du coup ce besoin d'être accompagnée. Finalement, je ne l'étais pas quand j'étais interne en médecine, de travailler avec des startups. J'avais un contrat qu'on me proposait, on me demandait combien je voulais. On n'est pas éduqués comme des consultants en médecine, en fait. On ne connaît pas du tout le milieu de l'entreprise privée, même quand on arrive à être thésé, donc à 26 ans, 27 ans. On ne connaît pas du tout ce milieu-là. Et donc là, j'ai été confrontée vraiment à un nouveau monde. Vraiment, c'était... moi, je pense que j'ai un peu le goût du risque. Donc, j'aime bien découvrir par moi-même. Bon, et là, c'est vrai que parfois, il y a des contrats qu'on sortait. Je commençais un peu à être stressée en me disant, oh là là, c'est quoi ces phrases? J'ai jamais vu ça, parce qu'on n'a pas de contrat, nous, en médecine, jusqu'à même quand on est chef de clinique, on n'a même pas de contrat. C'est un arrêté de nomination. Donc, c'est pas des choses qu'on sait faire, qu'on regarde. Faire des CV, etc., on ne sait pas faire des CV. Voilà, c'est pas des choses qu'on apprend. Donc là, je reçois ces contrats. Le patron de la boîte, il me demande combien je veux. Donc moi, j'étais en train de faire mes calculs la nuit. J'étais en garde en me disant, attends, tiens, je vais lui demander plus qu'une garde. Yes, auto-horaire. Je suis trop contente. Il me dit oui tout de suite le lendemain. Je fais, bon, je me suis fait avoir. Visiblement, j'aurais dû demander plus. Forcément, en médecine, on est quand même, quand on est interne, on n'est pas hyper bien payé. Donc c'était peut-être pas la meilleure façon de raisonner. Et puis la question de l'argent et médecine, c'est pas trop... exactement, c'est très inconfortable. Quand on nous demandait combien tu veux, moi j'étais là, oh là là, j'osais pas demander. Puis j'étais à cette phase, vraiment on n'ose pas. Vraiment, c'est quelque chose un peu tabou, c'est vrai. Et donc j'ai identifié finalement ce besoin, même pour moi, d'être accompagnée par un avocat, parce que j'avais réussi à trouver une avocate, parce que je regardais énormément, moi je regardais beaucoup de webinaires sur les financements. J'avais commencé aussi à être j'avais investi un peu de sous dans une start-up aussi, ce qui m'a permis de voir le côté un peu business angel, même évidemment à un très humble niveau, j'étais interne. Voilà, j'avais mis un tout petit ticket, mais ça m'a permis de faire... elle m'avait demandé d'être au board, cette fille donc, médicale, donc de pouvoir aussi se confronter à des problématiques de l'autre côté, ce qui m'a beaucoup servi pour ma start-up actuellement aussi, de voir ça. Donc voilà, j'ai eu cette idée du terrain pour... d'autres collègues qui aussi, avec le Covid, clairement, après le Covid, avaient de plus en plus envie de se sentir valorisés dans un projet. C'est un besoin, je pense, qui est encore d'actualité des soignants, de pouvoir de se sentir, bien sûr, valorisés, de faire
autre chose que du soin pur pour continuer à faire du soin pur en fait. Clairement, il y a ce besoin, je pense, pour la génération dont je viens, de vraiment d'innover. Pour pas Ça être rend plus cantonné heureux. Ça... toujours à la même Ouais, chose. je pense que ça donne envie. Puis Puis ça génère aussi, je pense, d'autres idées. Bien sûr, bien sûr. On peut innover même dans ce qu'on fait et Exactement. apporter une touche Mm. différente aussi dans son secteur. C'est ça. Donc j'ai eu cette idée-là et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé à faire moi qui n'étais pas du tout réseaux sociaux, mais vraiment. Même mes frères et sœurs, des fois, me disaient, mais faut que tu aies un compte Instagram, là, Solène, etc. Mais moi, j'étais pas du tout, même Facebook, j'utilisais quasiment pas. C'était juste pour le groupe des internes de la fac, on se passait des infos. Et puis là, j'ai commencé à me mettre sur Facebook, à je faisais des webinaires le soir avec des copains data scientists, quelques startups que j'avais rencontrés dans les startups. Et je faisais ça le mercredi soir, je me souviens, là, sur mon canapé. Et ça a commencé comme ça. J'ai commencé à monter un premier groupe sur Facebook qui s'appelle Les Internes de la Tech. Et c'est encore... c'est toujours là. Oui, il est toujours là, ce petit groupe. Alors, je l'anime plus du tout, mais ouais, ça reste le cœur. C'est le début d'Acturcare, quoi, ce petit groupe-là, de jeunes médecins, finalement, qui me suivent. Et la plupart me suivent toujours. Il y en a plusieurs qui ont fait des missions aussi pour Acturcare. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir quelques premiers clients aussi, plutôt des startups scale-up aussi, notamment santé de la femme. Et puis après, j'ai commencé aussi à m'intéresser. J'ai tâtonné, quoi. Au début, j'ai recherché des clients. J'ai fait énormément de webinaires. Et puis voilà, je me suis lancée après, pour ceux qui le savent, sur LinkedIn, parce que j'étais aux US, sur un marché français, et qu'il fallait trouver une solution pour gérer à distance, toute seule, une startup. Voilà. Ouais. Plus tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour. Et puis le côté américain qui n'a pas été simple. Ça a été, même si c'était incroyable, mais c'était beaucoup de travail. Parce que j'étais avec les horaires, j'avais les problèmes de l'accélérateur, mais moi j'avais des clients en France. Et donc je me souviens, les réveils matinaux à 5h du mat, parce qu'en France il était 11h, et que j'étais là en train de dire, oh là là, il se passe quelque chose. Je sais pas, dans ma tête, j'étais en train de rater un truc en France. Donc je me connectais sur mon portable, je me souviens, dans le lit, en me disant, oh là là, et je voyais tous les mecs qui arrivaient, donc c'était trop chouette, c'est hyper excitant parce qu'il se passait des trucs. Et puis et bien, le matin, et puis donc je faisais les choses pour la France le matin, et puis l'après-midi, je faisais toute la partie US, c'est-à-dire US parce qu'on avait des cours, on avait des événements avec l'accélérateur, etc. Et alors quand par contre il y avait un événement le matin, c'était l'angoisse pour moi. Parfois c'était parce que j'avais les choses en France, mais en même temps parfois je devais être à 2 endroits en même temps. Et il m'est arrivé de faire 2 webinaires en même temps. Un France, où je faisais des calls avec des clients en France, alors parce que j'étais en webinaire, j'étais censée être en webinaire. D'accord. Et qui surveillait en plus notre présence. C'était très sérieux comme programme à Yale. Et du coup, je montrais que j'étais là, mais j'essayais. Donc en fait, je crois que je me suis auto-entraînée à être dans 2 endroits en même temps. Et c'est fatigant mentalement, mais je pense que c'est ça. Mais c'est ça qui te plaît aussi. Et j'adore ça, et ça m'a éduquée à faire plusieurs choses en même temps, quoi. Alors, je dis pas que je fais toutes les choses bien en même temps. Il y a certaines personnes qui ne sont pas là qui pourront... Il y a des petites choses que je viens, le café que j'oublie, qui coule toujours, voilà. Il y a des petites choses, il y a des petites failles, je reconnais. Ton cerveau, il fait des petites sélections voilà, après, à ça. un moment donné. Tu Mais peux pas trop non plus. J'adore ça, j'adore avoir plein de trucs en même temps. C'est un truc... Bon. J'adore. Et donc, du coup, pour rentrer un peu plus sur ton projet, donc, tu as trouvé finalement un besoin, une problématique, un besoin, qui est d'une part pour les médecins donc, qui veulent faire autre chose aussi et puis être accompagnés dans cette partie qui ne sont pas forcément... Voilà. Et puis les entreprises aussi, je suppose, qui savent pas non plus, qui doivent être aussi perdus et qui doivent se dire, ok, je veux développer un projet, je veux développer quelque chose d'innovant dans ce secteur-là et je ne sais pas forcément vers qui m'orienter. Donc toi, tu viens avec une solution sur un plateau d'argent. Voilà. Tu touches du doigt donc, le changement finalement, pas le changement, mais l'évolution. Évidemment, donc là j'ai parlé de la genèse qui a quand même été mon point de vue médical. J'ai commencé avec une approche de professionnels de santé, pour les professionnels de santé en fait. C'est ça qui fait la différence, je pense, aujourd'hui dans notre projet. Et pourquoi on est connu du monde de la santé et des professionnels de santé, qu'on a aussi la confiance du milieu médical. Il y a quand même 6000 experts aujourd'hui.
exactement, c'est que forcément, j'ai pas uniquement répondu à ce besoin de mes collègues, j'ai senti qu'il y avait ce besoin, mais évidemment, j'ai senti que de l'autre côté, les entreprises même dans lesquelles je travaillais étaient parfois ne savaient pas comment gérer aussi la relation, même avec moi. En fait, je me suis rendu compte que les boîtes dans la santé ne savaient pas ce qui se passait dans ma vie de tous les jours. Et je me suis surpris, j'ai fait des cours à des personnes dans des startups où ils venaient m'écouter parler de comment ça se passait une journée au bloc. Je leur expliquais que j'arrivais, qu'il y avait le patient, il fallait le préparer, on faisait les check-up, voilà, comment ça se passait vraiment d'une entrée au bloc, derrière, que j'avais les prescriptions à faire. Et ça, ils ne savaient pas en fait. Il y avait pas mal de gens, des salariés dans ces entreprises qui ne savaient pas comment ça se passait, alors qu'ils travaillaient parfois sur des produits pour aider les chirurgiens dans ces moments-là. Donc, et comment donc, aider les chirurgiens si tu ne sais pas comment... que je me suis dit, et en fait, ils étaient vraiment subjugués. Des fois, je me suis sûre, une fois, j'ai dû raconter 10 fois une intervention. C'était pas tellement de chirurgie, parce qu'on a des chirurgies orthognatiques, donc on coupe les os en gros du maxillaire ou de la mandibule et on avance. Enfin, moi ça me fascine. C'est chirurgie toujours. J'étais l'étudiante quand j'étais étudiante, le chef faisait ça, moi j'étais là. Oh, vous êtes trop fort. Ils étaient toujours super contents que je dise ça, mais vraiment c'était un truc impressionnant aussi d'avoir le maxillaire qui bouge, etc. Ouais. Et voilà, je racontais ces chirurgies avec les instruments qui les intéressaient, comment je faisais, etc. Et ça, je me souviens de ces interventions, je devais leur montrer des photos, là, des techs, etc. Ils étaient tous autour de moi, mais voilà, me demandaient comment ça se passait, alors qu'ils travaillaient sur des images de ce type de chirurgie, en fait. Tu vois. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait quand même besoin, ils étaient super intéressés, même par des profils jeunes, finalement, parce que je ne me considérais pas du tout comme une KOL. D'ailleurs, je ne me considère pas du tout comme une KOL, c'est Key Opinion Leader. C'est ce qui est les profils qui travaillent souvent avec des entreprises privées pour conseiller sur le plan stratégique médical. Oui. Et souvent des professeurs. Des exactement. Trucs et moi, je ne me considérais pas du tout comme ça. Et je voyais qu'en fait, j'apportais de la valeur à ce qu'ils faisaient. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, mais en fait, si, même les jeunes médecins, les jeunes professionnels de santé, parce que notre projet, notre solution s'adresse évidemment à tout type de professionnels de santé, je me suis rendu compte qu'il y avait un intérêt pour les entreprises de finalement leur travailler sur une solution qu'on a nommé un Medical Expert on Demand, c'est notre premier produit. On qualifie dans une base un ou plusieurs professionnels de santé pour un besoin justement de leur projet, et on gère la partie contractuelle et financière, qui aujourd'hui est un pain point hyper important pour un industriel de travailler avec un professionnel de santé. Parce qu'il y a la partie contrat. Donc la démarche, la démarche, elle vient donc elle débute du projet, c'est du professionnel Non, c'est l'entreprise qui a un besoin. Qui a un besoin par exemple, il veut un panel de 10 professionnels de santé pour ce qu'on appelle chez nous les focus group, pour les interviewer, demander leur avis sur un sujet précis, etc. Nous, on va qualifier ce panel, ceux ou ces personnes de professionnels de santé parmi notre communauté, qu'on a déjà intéressé à venir sur notre outil. Donc, on a fait le premier travail d'engagement du professionnel de santé. Et en plus, on gère la partie financière et contractuelle avec ces professionnels de santé. Donc, on est vraiment tiers de confiance dans la relation. Et les entreprises, nos clients aujourd'hui sont ravis parce que c'était déjà quelque chose qu'elles faisaient ou pas de la façon qu'on le faisait. Et parfois, il y a eu des entreprises aussi qui le faisaient déjà, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà des contrats, qu'ils faisaient signer à des professionnels de santé. Ils avaient déjà plus ou moins la partie financière, les déclarations, parce qu'il y a des déclarations à faire à l'ordre des médecins. Tout est extrêmement réglementé en santé. C'est pour ça que n'importe quel acteur ne peut pas le faire, ce qu'on fait. Et derrière, ils avaient parfois une perte de ces professionnels de santé, même des KOL. Parce que management de la relation, ce n'est pas uniquement le point de départ, la signature. Un professionnel de santé n'est pas un consultant. On n'est pas éduqué comme ça. Si on ne nous suit pas, si on ne nous explique pas, on découvre en même temps, en fait. Vraiment, on découvre un nouveau monde en même temps que la mission. Il y avait des professionnels de santé qui ne répondaient plus. Se désengager très rapidement parce que c'est un vrai problème pour les entreprises. Parce que certaines nous disaient, certaines évidemment viennent nous voir, beaucoup d'ailleurs, parce qu'on a des profils engagés. Et puis d'autres viennent nous voir en disant, on n'arrive pas à intéresser, on a réussi à intéresser les profils, mais en fait, on les a perdus. Voilà. Et donc, nous, aujourd'hui, on les accompagne aussi pour qualifier les bons profils qui vont garder, en fait, en tout cas, pour des missions évidemment ponctuelles. On ne fait pas de recrutement au long cours, en CDD, CDI. Parce que justement, c'est ce que j'allais te demander. Toi, en gros, tu es comme un cabinet de recrutement dans le sens où
où c'est toi qui les engages et ensuite tu les déploies chez les entreprises, ou bien tu matches juste les deux et ensuite ils contractent Non, ensemble? on gère la relation, D'accord. nous, mais on n'est pas, voilà, on se considère pas comme cabinet de recrutement. On se considère comme vraiment un tiers de confiance, voilà, dans la relation. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on a réussi à déjà créer. Alors, je ne dis pas que réussir, c'est fini. Il faut entretenir. Bien sûr. La relation avec nos utilisateurs, nos communautés des deux côtés. On a vraiment une forte confiance dans notre façon de travailler de la part de la communauté médicale et paramédicale. Surtout, je redis bien que ce n'est pas uniquement les médecins à qui s'adresse Tous les notre outil. professionnels de santé. Les professionnels de santé, parce qu'on a plein d'infirmières, des sages-femmes qui travaillent avec nous aussi sur des missions, des kinés, des dentistes qui ont une connaissance incroyable de leur métier et qui apportent de la valeur du terrain, que ce soit en ville ou à l'hôpital, à des projets en fait, plus que des entreprises, parce que finalement une entreprise peut avoir plusieurs projets, donc plusieurs besoins. Ok. Voilà. Et donc, votre modèle économique dans tout ça, comment ça se passe? Il est extrêmement simple, c'est depuis le début, ça n'a pas changé, c'est un commission-based business model. Donc on prend une commission sur la rémunération du professionnel de santé, que nous-mêmes on a établi avec une grille. Tout est cadré chez nous, c'est en fonction du type de profil et de l'ancienneté. On a une grille tarifaire qui respecte exactement en plus les réglementations en vigueur. Et puis on a une formation juridique, un de mes associés d'ailleurs est juriste de formation, donc il est extrêmement réglo par rapport à tout ça. Donc voilà, nous on gère toute cette partie-là. Et puis bon, on pourra en reparler après, parce qu'au niveau des produits, on a quand même, c'est ça le petit changement, même si c'est pas une bifurcation, on n'a pas pivoté, on n'a jamais fait de pivot pour l'instant, on n'a que 2 ans d'existence, on s'est plutôt engouffré dans une précision encore plus dans notre produit, en rajoutant une deuxième brique, tu parlais de briques tout à l'heure, j'aime bien aussi parler de briques, à notre premier produit, qu'on n'aurait pas pu faire sans ce premier produit en fait. Donc là on a rajouté, et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui, Accurcare c'est quoi? C'est la digitalisation de l'expertise médicale. On a rajouté ce produit à l'ère de l'IA générative. Je pense qu'étant une grande fan d'IA, on est quand même assez au courant de ce qui se passe et surtout les usages, c'est ça qui nous intéresse. On a les usagers, déjà avec ce premier produit médical expert en demande, et on a rajouté de l'IA générative pour les contenus. Et contenus, pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de clients, et quand je dis beaucoup, même des personnes avec qui on discute, parce que vraiment moi depuis le début, on fait des calls clients, des calls leads, enfin on écoute ce qui se passe, on s'est rendu compte que beaucoup de missions étaient en fait de la rédaction de contenu, avec des professionnels de santé. Donc on a rajouté cette brique contenu, et aujourd'hui on est devenu une boîte qui est capable de faire gagner du temps et de l'argent à des entreprises de la formation médicale, de contenus médicaux, mais même des industriels qui ont besoin de contenu marketing avec des professionnels de santé. On est capable d'intéresser les soignants à participer à ces missions, et en plus on génère en interne pas mal de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on a encore des petites choses. Voilà, en mode recherche et développement, il y a des petites choses qu'on ne dit pas encore. Mais on est aujourd'hui capable de produire des choses de façon extrêmement rapide, et on a fait gagner du temps à beaucoup de partenaires là, qui sont devenus des partenaires au long cours, quoi. Et surtout à être conforme, je pense, quand même aux exigences de ce que du marché, du on marché écoute, et de ce monde médical, parce que ne peut pas faire n'importe quoi. C'est quand même très réglementé. Exactement. Parce que bon, sinon, on pose tous des questions à ChatGPT et puis il va nous répondre avec son C'est truc. ça. Et tu vois, nous, on n'en est même plus Enfin, on n'utilise pas ChatGPT pour du contenu. Moi-même, mes posts LinkedIn, et je le dis à tout le monde, je n'utilise pas GPT pour mes posts LinkedIn. Enfin, c'est un truc, et je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, on voit sur LinkedIn ceux qui utilisent GPT. C'est quasiment toujours le même ambiance en fait. Je l'ai testé moi l'année dernière, ça fait un an moi, donc je suis LinkedIn Voice IA Santé France 2023 quand même, attention. Ouais, j'étais quand même un petit peu, on aime bien. Voilà, comme il y a beaucoup de travail derrière, c'est plus qu'on est quand même que ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. C'est une reconnaissance. Et ça, j'avais testé, peut-être, ça fait 1 an et demi, j'avais déjà testé moi GPT sur des posts, et au bout d'un moment, j'en ai eu marre parce que je trouvais que c'était toujours le même air là, avec la même phrase finale. J'ai l'impression d'être Elon Musk et tout. Enfin, vraiment, des fois, je me dis, mais non, enfin, c'est pas possible, ça se sent. Même les images que je générais, parce que j'ai fait un moment une passe avec des images
Mid-journée. Mid-journée exactement, c'était toujours les mêmes. Et là, moi, je vois des posts et j'adore. J'ai des copains qui sont médecins maintenant, qui publient beaucoup, mais je sais tout de suite que c'est mid-journée et tout. Et du coup, je trouve que ça perd un tout petit peu de ce côté personnalisation. Et il y a un passage, de toute façon, à test. Hein. De toute façon, tout le monde doit faire des tests. En fait, il faut l'utiliser, mais vraiment d'une manière, on va dire, à compléter ou à améliorer un chouïa, mais il ne faut pas l'utiliser d'une manière automatique, à tout générer. Je pense que ça peut être une aide, mais pas non plus voilà, tout créer. La petite touche personnelle, elle disparaît, je trouve. Ça perd de voilà. son... Ouais, exactement. Bon, après, j'avoue aussi, il y a forcément ceux qui veulent générer une communauté. Sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu le but quand même. Il y a un passage de production à faire. Hein. Là, on est parti sur LinkedIn, mais loin de moi, je ne suis pas là pour donner des conseils sur LinkedIn. C'est juste que, oui, c'est important d'être présent sur LinkedIn aujourd'hui, surtout aussi en santé. Parce que ça ramène des clients. Enfin, voilà, il y a des gens, moi je le vois tout de suite que je publie un post, j'ai des petits mails dans l'après-midi qui tombent parce que ça a rappelé à des personnes qui devaient me répondre. Parfois c'est simplement des partenaires ou des professionnels de santé avec qui je discutais d'autres choses. Ça leur rappelle que, ah oui, Solène, j'ai oublié de lui répondre, je vais lui répondre. Et rien que ça, au lieu de refaire des relances de mails, hop là, des petites mises à jour. Ça met des petites mises à jour. Petite relance automatique. Quoi. Ouais, non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Après, moi, justement, en étant maintenant un peu plus justement sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram ou d'autres, en fait, on remarque très vite qu'il y a beaucoup de contenu, beaucoup trop, et finalement impersonnel, et qui n'ont pas d'âme, quoi, si on doit parler un peu... et finalement, le fait de voir ça, moi, je suis même plus finalement intéressé. C'est pour ça que j'ai décidé aussi de créer au final ces émissions et Binov avec cette partie entrepreneuriat, parce que je voyais un tas de posts LinkedIn et autres qui parlent d'entrepreneuriat, mais pondus par... entre guillemets, si on doit parler de machines, tu vois, mais qui n'ont pas d'âme, qui n'ont rien. Et donc je me suis dit, non, c'est pas possible, il faut que je parle à de vraies personnes qui ont un vrai vécu entrepreneurial et qui vont vraiment apporter beaucoup de valeur à notre audience. Donc donc créer quelque chose de complètement différent et finalement le retour au réel, il a aussi il y a aussi du bon dans ça, tu vois. Bien sûr, bien donc sûr. Ouais, je te comprends parfaitement pourquoi tu écris tes posts. Ouais. Donc il y a ce côté évidemment business, donc à la base parce que j'ai aussi développé quelque chose en France en étant aux US, donc j'innove dans ma façon de travailler. Moi j'ai découvert le télétravail avec la start-up. Hein. Forcément en tant que chirurgien, le télétravail on connaissait pas. Moi je connaissais pas il y a encore 3 ans. J'ai découvert Google Meet, etc. Vraiment il y a 3 ans. Hein. Les visios, j'avais jamais fait des visios et là je me suis rendu compte que moi qui suis toujours dans l'optimisation de mon temps, mais c'était génial. 3 visios en même temps, en plus. Bon, ça, c'était peut-être un peu beaucoup, mais ça permet quand même de faire avancer tellement plus vite pas mal de choses. Et voilà, j'ai eu cette phase-là, c'était post-covidienne, où quand même il y a beaucoup de choses en visio. Après, là, je pense que depuis 1 an, ça revient vraiment, c'est trop important, les événements. Et voilà, en fonction de la santé, est quand même très présentielle. Donc, moi, le fait d'être revenue en France aussi, ça aide aussi pas mal, quoi. Et du coup, pour développer ton projet, est-ce que à un moment donné, tu as eu besoin, puisque tu as commencé ce projet seul, tu m'as dit là maintenant, tu as un associé. J'ai des associés. Des associés. Ouais. Ok. Pour le développer, tu m'as parlé de levée de fonds. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et surtout nous dire à quoi t'ont servi finalement ces fonds et comment tu as réussi à les obtenir? T'es sûr de vouloir savoir à quoi vont servir ces fonds? Je suis pas sûre de tout révéler. Non, je plaisante. Non, mais forcément, moi, j'ai déjà... je suis fondatrice seule au départ. Donc, j'ai mis des sous, forcément, pour commencer. Et en effet, j'ai levé des fonds au bout de quelques mois. Pourquoi ? Parce que il fallait que je développe un produit, puis j'avais envie de commencer à accélérer un petit peu, avoir d'autres personnes en fait avec moi. Donc je m'étais pas... Pourtant je cherchais en parallèle des associés depuis le début, même au départ. Au départ de commencer, je me suis dit, je peux pas commencer toute seule, j'y connais rien, etc. En fait, je me suis pas dit ça. Je me suis dit,
Il y a des choses j'y vais, surtout quoi que qu'il... De toute façon, j'y vais. Je suis sur mon truc. J'y vais, on verra bien. C'était plus en mode projet. J'avance. Je cherchais quand même des gens, mais j'avançais. J'attendais pas les gens, en fait. C'est ça aussi. J'ai jamais attendu, même pour quoi que je fasse dans ma vie, les gens pour faire quelque chose. Par contre, oui, je savais très bien que j'avais envie de faire ça avec des personnes. Soit vivre ensemble une aventure, c'est quand même plus sympa. Voilà. Mais voilà, de fil en aiguille, on cherche des gens, mais en même temps, il faut avancer. Hein. Le BP, il ne peut pas se faire tout seul. Hein. Enfin, donc, Absolument. le BP, j'ai dû m'y coller. Voilà, je m'y suis collée. Alors, évidemment, j'ai eu de l'aide. Il y a beaucoup de gens dans la famille qui m'ont un peu... Ma sœur aussi m'a aidée pendant une période sur des choses, sur des sujets. J'ai sollicité de l'aide de personnes, de copains, des moments, etc. Mais c'est vrai qu'au final, qui c'est qui continue à avancer, qui sait où elle va, c'est moi. Donc, et c'est vrai que ça, c'était pas forcément facile. Et donc, j'ai voulu lever des fonds, pas pour lever des fonds. Je me suis dit que j'avais besoin de sous pour faire un peu une première embauche. À la base, c'était un peu ça l'idée sur un sujet précis. Et surtout, développer un projet tech, parce que voilà, au départ, il y avait un projet de plateforme vraiment très tech. Donc c'est en ce sens que j'ai levé des fonds auprès de la communauté médicale. Ce qui m'a permis, et j'ai choisi cette communauté parce que je savais très bien que j'avais envie d'embarquer, d'avoir aussi la confiance de cette façon de la communauté médicale. Et j'ai embarqué une dizaine de professionnels de santé, des médecins au début. Ce qui m'a permis de rencontrer des personnes qui m'aident aujourd'hui aussi dans mon quotidien et qui relaient aussi certaines choses sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a une communauté autour de nous, de HackerCare et de moi, qui s'est créée. Et donc, j'ai même, à ce moment-là, comme j'étais aux US, en plus, j'ai un family office américain qui a mis des sous aussi dans la boîte. Donc, c'est vrai que ça m'a donné ça m'a donné confiance et ça m'a permis de faire des dépenses, ne serait-ce pour un premier site internet, des choses qui nécessitaient un petit peu de sous quand même. Et puis, on a eu la bourse French Tech aussi également, en parallèle. Donc voilà, ça a commencé vraiment, on va dire, à ce moment-là. Et puis après, il s'est passé pas mal de choses, je pense, l'année dernière. Pas mal de difficultés, mais... on va en parler. Ouais, c'est ça. et justement, quand on faisait on va dire le pré-entretien avant, tu me disais que tu as eu quand même une petite difficulté sur la partie levée financière, etc., parce que tu ne rentrais dans aucune des cases. Et ça m'avait étonné quand même, parce que dans le monde, dans la medtech généralement, il y a, on a l'idée qu'il y a tellement on va dire de subventions, d'argent, parce que c'est surtout on vient innover. Pourquoi tu rentrais dans aucune des cases? Parce qu'on n'est pas une medtech déjà, et en effet il y a beaucoup de subventions medtech. Nous on est une boîte de prestat de services pour les entreprises en santé. Voilà. Et aujourd'hui il n'y a pas de financement pour ce type d'entreprise. Donc il y avait des financements très tech, même il y a des dossiers qu'on a même fait. J'ai eu le pays R&D quand même, de BPI, sur notre début de projet que j'avais sur la plateforme, qu'on a développé pour une partie. Et sinon, non. Sinon, si le projet n'était pas assez tech, même au niveau des crédits innovation, de tout ce qui est crédit impôt recherche, même avec l'IA, tout ce que tu as. C'est de l'IA générative, donc là on va y revenir. Là on est en train de refaire notre produit. Peut-être qu'il y aura des choses, mais honnêtement, les subventions, on rentrait dans aucun. On n'est pas assez tech, on n'est pas deep tech, on n'est pas medtech. Donc non, en fait, on rentre pas. Et en fait, ce qui est pas plus mal, parce que je me souviens quand j'ai commencé, forcément, on a cette idée de... comme je connaissais un petit peu le milieu des startups, licornes, en plus j'ai travaillé dans 2 licornes, donc forcément, j'étais un peu obsédée par ça. Je me suis dit, allez, ça donne dans l'ambition, etc. Et donc, c'est vrai que j'ai eu une phase aussi, comme je pense beaucoup d'entrepreneurs sans être médecin, mais qui débutent, de dire, il faut que je lève pour être licorne, etc. Aujourd'hui, on est plutôt dans une dynamique de... Là, on a fait donc 2 petites levées de fonds par rapport à ce qui se fait, mais en fait, qui nous suffisent aujourd'hui. Évidemment, là, je suis allée dans quelques événements récemment pour pitcher, parce qu'on m'a invité. Et si on a un peu plus de sous, parce que là, on se développe, clairement, on se développe. On est en train de développer notre chiffre d'affaires. On a pour objectif d'être en positif cet été. On a des clients, on est en train de faire des gros deals en ce moment. Donc on est super content. Par contre, il faut qu'on tienne le rythme. C'est pas juste on est content et c'est fini. On est ouvert. Si jamais on trouve, et on n'est pas en recherche active, mais oui, je le dis parce qu'il y a des investisseurs avec qui on est en discussion en ce moment, si on a ce ticket de 750 000 euros qui tombe, parce qu'on a fait un bridge en fin d'année dernière, ça nous permet surtout d'accélérer. Ça nous permet d'accélérer pour avoir quelques personnes en plus
parce que là, on a décidé avec mes associés de principalement bootstrapper, parce qu'on est capable de le faire. On est 3 profils temps plein, chacun son poste. Alors oui, on commence à être un peu en tension, mais voilà, on est travaillé en remote, on a tout le monde qui n'est pas d'ailleurs en France en ce moment, et ça fonctionne bien. Et je pense que ça nous suffit. Pas besoin de louer des locaux, de recruter pour recruter. Oui, pour le moment. Voilà, après on commence à travailler plutôt avec des prestats pour des missions extrêmement précises. Et ça, c'est mon associé Quentin vraiment qui est vraiment, que je salue pour ça, parce qu'il sait être beaucoup plus focus sur les besoins, etc. Et c'était aussi l'idée d'avoir des associés, c'est d'avoir des compléments. Hein. Oui. Des gens qui Donc, savent faire des choses qu'on ne sait pas forcément. Voilà, et qui savent cadrer les choses, organiser. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, mais je suis plus inquiète parce qu'il faut lever. Et voilà, après, on n'a pas un produit deep tech, mais voilà, on verra ce que ça donne. Okay. Et donc, justement, tu parlais de défis tout à l'heure. Nous, dans B9 et justement dans ce format one-to-one, on met un point d'honneur en fait à parler d'une part des défis qu'on a rencontrés, qu'on a surmontés. Et j'en suis sûr qu'en tant qu'entrepreneur, médecin, chirurgienne, maman, etc., donc tu as tellement de choses, de défis finalement que tu as dû affronter. Et surtout, on parle aussi des échecs. Donc je te laisse me raconter un peu les défis que tu as dû franchir au cours de ces dernières années, et puis notamment pour ce projet. Et puis on va rentrer peut-être dans la partie échecs, si tu en as en tête quelques-uns. Bah, ce qui est vrai qui n'a pas été facile, c'est vraiment de commencer en fait aussi. Parce que voilà, jeune médecin qui se lance sur un projet sans savoir vraiment si j'avais envie de faire une start-up. Alors oui, j'avais envie de faire une start-up parce que tout le monde a envie de faire une start-up. En fait, quand même, c'est un peu à la mode de dire ça. Ouais. Mais j'y connaissais rien au milieu de l'entreprise privée, ni au business, rien du tout. Hein, moi, j'avais des patients, j'avais pas des clients. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de difficultés à parler argent au début avec les gens, hein, même les clients. Je pense que certains au début ont un petit peu profité aussi du fait que je sois médecin pour être un peu plus à la baisse sur des prix, ce genre de choses. Je me suis vraiment auto-formée sur la partie business. Bon, certes, aujourd'hui, je la fais clairement à ma façon. C'est ça aussi qui nous distingue, c'est qu'on la fait vraiment à la façon. J'étais encore hier soir avec un collègue qui m'a dit « Mais t'as réussi à me vendre un truc là en 1 heure, je sais pas comment t'as fait. » J'ai jamais vu ça. J'ai dit bah non, c'était sympa. Voilà, c'est juste, c'est chacun. Je pense qu'il y a vraiment pas de règles en entrepreneuriat. Et ça, c'est ça qui m'a manqué. Je pense qu'au début, je me suis dit il y a des règles. Il faut se former à l'entrepreneuriat. Il faut intégrer un incubateur pour m'aider, parce que je sais pas faire. Voilà. Et je me suis auto-freinée, je pense, au départ, même si je suis quelqu'un qui aime avancer, je pense que je me suis dit, oula, j'ai besoin de gens, comme je disais, j'ai besoin de ça, j'ai besoin pour commencer, ou j'ai besoin d'avoir des super outils. Je discutais avec des cabinets de consultants au départ qui m'ont aussi vendu des choses. Je me suis fait avoir par des gens qui m'ont vu, la jeune qui commence, tiens, on va lui vendre un accompagnement parce qu'elle ne connaît pas, on va lui demander 1%, 2%, 5% de ses parts et tout. Heureusement que je suis quelqu'un quand même qui croit, enfin alors je suis pas, en fait j'ai vraiment confiance en l'humain, mais je sens, et c'est ça que je veux dire à tous les gens qui me regardent, c'est que je sens bien les gens qui veulent m'embrouiller. C'est un truc, et c'est le côté médical. Alors déjà je sens les gens, c'est mon côté aussi, ma personnalité, mais en plus le côté médical nous apprend vraiment, on voit tellement de patients, et en plus moi j'opère des gens qui stressent, il faut que je les déstresse, donc je sens extrêmement bien les personnes. Et donc je sentais quand les gens ils essayaient de m'embrouiller en fait. Je ne l'ai pas toujours senti aussi bien que j'aurais voulu. Il y a toujours eu des phases où je me suis arrêtée juste au moment qu'il fallait, mais je m'étais quand même fait avoir un peu avant. Même je demandais des avis à ma famille parfois sur des trucs, mais voilà, au bout d'un moment, c'est toi qui fais quand même les choix. Et c'est ça qui a été difficile à porter, c'est voilà, pas de formation d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, est-ce qu'il en faut vraiment une ? Je dirais que non. Pas de formation business. Non en fait, crée-toi ta propre façon d'être, et surtout pas de réseau. Et ça a été difficile pour moi, et je pense que c'est pour ça au début je me suis dit mais je vais peut-être faire
un Magister 2 là, non c'est pas un master, enfin voilà, MBA, pardon, un MBA, Ouais. donc j'ai regardé parce que l'INSEAD m'avait proposé, j'avais fait des oraux, etc. Parce qu'on m'avait dit c'est bien, comme ça tu auras un réseau, tu auras une formation. Et en fait, juste à un moment, j'en avais marre de faire des études, enfin, parce que bon, je Bah viens oui. quand même Ah, de déjà que bonnes tu en avais études, de fait faire pas des mal. formations et tout. Et je pense que c'est ce petit côté, je me suis dit, bah, en fait, j'ai pas le réseau, mais tant pis, je vais essayer de capitaliser sur ce que je sais, ce que je connais. Et en fait, c'est vraiment ça dont j'ai fait ma force et j'ai vraiment fait extrêmement attention au début à bien m'entourer avec le corps médical. Et c'est ça qui, aujourd'hui, ressort dans notre start-up, c'est qu'on comprend et qu'on est du secteur médical. Et ça, c'est ce qui fait notre valeur aujourd'hui. Bah oui. Voilà. Et j'ai vraiment capitalisé sur ce réseau-là. Parce que justement, ton réseau premier, c'est celui du médical. C'est Donc, celui du médical, mais professionnels de santé. C'est pas le médical en général. Je Ouais. connaissais rien, je connaissais pas le milieu, j'avais pas le réseau entrepreneuriat santé, institutionnel santé, pas du tout, même établissement de santé. J'étais médecin dans un hôpital, on ne connaît pas bien les directions, etc. Vraiment, c'est tout ce qui se passait, comment ça s'organise un hôpital, je ne savais pas non plus. Et j'ai vraiment tout appris en faisant l'entrepreneuriat. J'ai développé un réseau, parce que j'aime beaucoup parler avec les gens, je suis curieuse et je pense que j'ai réussi à aussi visiblement intéresser des gens aussi, voilà, pour échanger. Et donc c'est comme ça que je me suis construit un réseau, une image, et puis toute seule en fait, dans le médical évidemment. Et c'est vrai que l'absence de réseau au début n'est pas facile. Parce C'est que les clair. gens ne vous répondent pas forcément sur LinkedIn aussi. Bah oui, parce que quand Quand on est un étudiant, quand on est jeune, un médecin qui demande à parler au CEO d'une grosse boîte, il ne répond pas. Hein. Maintenant, ils me répondent. Bah oui, bah là... Maintenant, ils me répondent. Et d'ailleurs, j'ai un étudiant dans notre start-up, là, parce qu'on prend souvent des étudiants aussi, évidemment, Ouais. qui sont super contents de participer à quelques projets avec nous. Et je les force, des fois, je leur dis, bah, tiens, je lis des trucs sur LinkedIn, je fais, tiens, c'est intéressant, vas-y, va lui parler. Et ça, ils me disent, ah bon, mais T'es sûr? t'es sûr? Je dis, mais vas-y, je te coach derrière sur les messages. Et il y en a 2 ou 3, là, ils ont réussi à avoir des rendez-vous avec des patrons de boîte. Et moi, je suis super contente. Je dis, bah voilà, tu vois. Et t'es content parce que c'est toi qui l'as fait tout seul. Bah ouais. Et je pense qu'il y a ce côté, on n'ose pas. Un peu ce syndrome de l'imposteur. Attends, même avant des. Tu sais, je fais des webinaires aussi le lundi, parfois avec des professionnels de santé. Le nombre de personnes qui m'ont dit juste avant l'intervention, t'es sûr que j'ai des choses intéressantes qui vont plaire au public, hein, et puis après, j'avais toujours le petit message. Ça t'a plu ce que j'ai raconté, hein, ça t'a plu? Et bien sûr que ça m'a plu, bien sûr. Tu vois. Et ce côté médical de voilà, Oui, partager dans un autre milieu, c'est pas inné chez nous. d'accord. Bon, super intéressant. Mais du coup, donc, tu as eu des gens qui ont voulu prendre des parts en contrepartie de conseils Mhm. pour te guider. Mais du coup, tu t'es fait avoir parce que tu as dû acheter quand même certaines, on va dire, formations ou Exactement, autres oui, qui ont j'ai fait acheté que... des choses, hein, forcément. Mm. J'ai acheté des choses et je trouve pas ça très honnête de ces personnes qui ont peut-être qui n'ont pas l'impression elles-mêmes d'avoir profité, mais tu vends pas des enveloppes à ces montants-là Pour à du bullshit, quelqu'un quoi. pour trop tôt. En fait, c'est clairement pas le Ah, c'était moment. trop tôt pour toi? Ouais, c'était trop tôt C'était dans mon trop tôt ou développement, je c'était pense. pas, ça n'avait pas cette valeur-là, Je ce pense que que tu ça avais n'avait acheté? pas cette valeur-là et c'était trop tôt pour le faire à mon stade de développement. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Je pense que c'est ce que je me dis maintenant. Sur le moment, forcément, j'étais. Et comme je suis extrêmement exigeante, de toute façon, elle le ressentait. Hein, j'étais tout le temps. Voilà. Aussi à surveiller ce qui se passait, à vouloir plus. Hein, parce que moi, j'aime bien quand ça va dans le sens que j'imagine, en tout cas. Moi, les conseils, et les gens qui nous entourent le savent, ça me suffit pas un conseil. Moi, j'ai besoin d'un conseil et de D'une voir pratique derrière. le plan d'action qui va avec le conseil. Hmm. Et c'est comme ça qu'on bosse. Nous, on bosse avec les gens, avec mes associés, on bosse comme ça. Les gens avec qui on bosse, c'est parce que derrière, il y a un plan d'action. En fait, on a une façon aussi de travailler avec des gens, on ressent, on a besoin d'action. On est une petite équipe. Donc forcément, euh, on aura toujours besoin de conseils et finalement, on peut trouver plein de gens pour nous conseiller. Des gens très bien. Mais nous, derrière, on est une petite structure, on a besoin d'opérationnel. Et donc, nous, les gens avec qui on travaille aujourd'hui, que ce soit en Presta ou voilà, qui nous donnent des conseils, sont des conseils et derrière opérationnels, en fait. Hmm. Voilà. Et du coup, en tant que maman de petite fille, Mm. donc,
Comment tu as pu gérer tout ça, ce défi d'être maman, de donner du temps, Mm, en même temps de faire ton activité médicale et en même mm. temps d'entreprendre. Euh, Quelles ont été pour toi les clés, on va dire, pour réussir finalement à tenir le coup Mm, et à réussir à switcher entre mm. toutes ces parties? C'est parti. Mais je pense que moi, j'ai. Enfin, clairement. Enfin, déjà, je travaillais pour des startups, donc en ma première grossesse, il y avait quand même une scène. J'ai une photo, mais je la révélerai probablement jamais, parce que certaines pourraient te dire que je suis une mère indigne. J'étais quand même en train d'annoter sur 2 écrans à 4 heures du matin des images pour la boîte pour laquelle je travaillais, parce qu'il y avait des images de patients qui arrivaient la nuit, c'était des patients australiens, avec ma fille qui était en train de dormir sur moi, que j'avais allaitée juste avant, à 4 heures du matin. Elle avait, je sais plus quoi, 2 semaines, un truc comme ça. Et voilà, ça c'est moi en fait. Voilà, c'est pas parce que je suis en congé maternité que le monde s'arrête. Moi, au contraire, ça me plaît. Ça veut dire que si je suis capable de faire les deux, et au contraire, ça me donnait encore plus envie. Le fait d'avoir eu ma première fille, de me dire, bah, je veux faire un truc quand le matin que j'ai envie de faire tellement en fait que ça m'autorise à laisser ma fille à la crèche ou autre. C'était vraiment, de toute façon, il faut que moi j'aime quelque chose Hmm. pour. C'est pas pour autant que tu ne les aimes Pour pas ou que... Ah bah non, je suis une maman qui est très présente, je pense en tout cas. Voilà, je fais beaucoup d'activités avec mes enfants. Mais c'est vrai que je pense que j'ai un peu ce rôle modèle aussi qui est important pour moi. Et surtout, moi, j'ai envie d'améliorer les choses pour elles. Et ça me donne encore plus envie de voir ces petites filles. Elles voient parce que leur maman, elle est contente. Elle rentre le Ouais. soir, je suis plein d'énergie, je suis trop contente. Et puis, je leur explique ma start-up, hein. Mes filles, en maternelle, elles savent ce que je fais, hein. Ouais. Elles disent, maman, elle est chirurgienne stomatologue et elle est start-upeuse en IA. Voilà. Et je suis trop fière. Je suis trop Carrément. fière. Voilà. Elle a une start-up, elle s'appelle AccureCare, elle raconte tout. Tu Ouais, vois. Et je suis très fière. génial. C'est trop cool. Et justement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du mal en fait à passer ce cap, à entreprendre ou à se dire non, je suis pas faite pour ça, je me sens pas à l'aise, j'ai des enfants donc c'est trop tard. Mm. Quels sont pour toi bon, j'ai compris très vite que c'était pas ton mindset à toi. Mais qu'est-ce que tu dirais justement à celles qui pensent comme ça? Moi, je pense que. Alors, bien sûr, il y a aussi ce côté, hein, je pense, dans ces réflexions, le côté un petit peu risque, hein. C'est sûr que là, pendant 2 ans, j'étais aux US, j'avais pas de salaire. Hmm. Voilà. Et oui, j'ai eu la chance, et c'est un projet commun, avec mon mari, on était il avait eu des bourses pour la recherche, on était allé pour son PhD. Donc voilà, c'était un projet commun qu'on avait depuis qu'on était étudiant en médecine. Donc voilà, c'était en connaissance de cause. Mais forcément, moi, j'ai pas eu de salaire pendant 2 ans. Donc il y a ce petit côté aussi sacrifice que tout le monde ne peut pas faire. Je comprends. Hmm. Vraiment, je comprends. C'est pour ça aussi que j'ai repris la chirurgie là aussi, parce qu'à un moment, faut renflouer les caisses, hein, faut vivre. Voilà, j'ai 2 petites filles, donc je peux pas. Il y a un peu de sacrifice, mais à un certain niveau. Euh, je pense que, après, ça vient d'une éducation aussi. Moi, j'ai été élevée dans le challenge, même si c'est élevé, mais aussi je le continue par moi-même, hein. Au quotidien, moi, j'adore me mettre en situation d'inconfort, sortir de ma zone de confort. C'est vraiment de confiance, c'est quelque chose que j'aime. Cette peur-là, ce goût du risque, c'est quelque chose que j'entretiens aussi en faisant beaucoup de sport, en m'inscrivant à des challenges, etc. Et je pense que ces femmes, si on parle de femmes, il y a des hommes aussi, hein, qui n'osent pas forcément C'est vrai? entreprendre. Euh, je pense qu'il faut, à partir du moment où elles trouvent la chose qui vraiment les anime, en fait, c'est ça. C'est trouver vraiment ce qui vous donne envie de vous lever le matin et de le faire sans que ce soit du travail. Oui, aujourd'hui, la start-up, vu qu'on se paye quasiment pas, je peux même pas dire que c'est du travail. Mais au final, si, c'est quand même Bien c'est sûr. un job, mais je J'ai le vu vois un pas de comme tes ça. posts justement Sur sur ça. LinkedIn où tu Mais disais c'est vrai. je travaille en vérité 2 heures par jour. Mais c'est vrai, c'est vrai. Là, tu vois, aujourd'hui, là, on est là, c'est pas du travail pour moi. Ça fait partie, ça me fait plaisir Ça d'être fait là, plaisir. ça fait plaisir, on échange, je te remercie pour ce moment d'ailleurs. Je t'en Et c'est prie. pas du travail. Mais bien sûr, derrière, oui, bah oui, j'ai un métier qui est la chirurgie. C'est vrai que ça me permet aussi de faire les deux en ce moment, parce qu'il faut bien aussi que j'ai des prêts, des choses en cours, comme beaucoup de personnes. Mais ce que je donnerais comme conseil, je pense que c'est trouver, bien sûr, la chose dans laquelle vous croyez le plus, qui vous donne envie de le faire. Hmm.
De toute façon, quand on croit, on a envie de... Voilà, quand on aime et qu'on croit en quelque chose, on a envie de le mener à bien, ce projet. C'est vrai. Et je suis d'accord, il y a le côté financier, mais moi, j'ai quand même trouvé une solution de trouver des proficientés, des collègues, de les convaincre. Donc peut-être commencer par son écosystème si c'est une question d'argent aussi, pour financer le projet. J'ai réussi à trouver quand même des confrères, consoeurs dans mon propre écosystème qui m'ont fait confiance, et même des jeunes, c'est ça qui est fou. Donc j'ai commencé comme ça en fait, avec des gens qui me connaissaient pas, je les connaissais pas vraiment ces confrères, mais j'ai réussi à à convaincre des personnes. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Bon, je pense qu'une idée dans son secteur, qu'on connaît, avec des peut-être voilà, un peu de sous de, entre guillemets, ce qu'on appelle family and friends, voilà, love money, c'est quand même, je pense que pas mal de gens peuvent le faire quand même. C'est vrai. Je pense. Je suis d'accord. On ne Et c'est demande aussi pas 250 000. Oui, j'ai levé 250 000 la première fois. Hmm. C'était peut-être... j'avais envie de lever 1 million. Enfin, j'étais partie, j'étais là. Du coup, tout le monde me disait, ça avance bien. J'étais là. Non, j'ai trop honte de leur dire et tout. Et un jour, je dis ça C'est à une bien fille. déjà. Mais oui. Un jour, je dis ça à pareil, des solopreneurs femmes. Et tout, elles me disent, ah mais attends, mais arrête. C'est vraiment super bien. Moi, j'ai levé 20 000 euros. Ouais. Et là, je me rendais compte, en fait. Parce que je mets toujours la barre tellement haute aussi que parfois, je me rends pas compte que c'est bien. Oui, parce que tu avais cette vision justement des licornes qui font des centaines de millions de J'avais envie de levées. prouver aux gens que j'étais capable, moi seule, de lever. Hmm. Voilà, donc j'ai levé 250. Ça va seule. arriver là. Peut-être, mais voilà, je suis même plus à cette phase où Oui. on se dit, tu vois, c'est ça qui a changé aussi. Je pense que c'est. Là, ce on que tu apprend. veux, c'est vraiment développer ton projet, Ouais, développer tes on clients. veut développer notre portefeuille client, surtout notre produit. Moi, ce qui m'anime au quotidien, bien entendu, j'adore discuter avec les clients parce que ça nous fait vraiment des retours. Et donc, il y a une de mes collègues, Julie, avec qui on travaille, donc j'ai Quentin et Julie, qui sont mes associés, qui recueillent beaucoup les besoins clients, etc. Et puis souvent, je vois ce qui m'intéresse. Et parfois, je lui fais, ah, tu peux me donner le numéro d'un tel parce que je veux l'appeler, lui. Parce que je sens que c'est ce qu'il me fallait, en fait, comme besoin. Et je suis tout le temps à parler aux gens, en fait. Et aux professionnels de santé aussi. Évidemment, je suis toujours... je réponds à tous les professionnels de santé sur LinkedIn, forcément. Et justement, si on continue dans les défis, est-ce que tes parents ou ton papa qui s'est dit, tiens, j'ai une fille qui est médecin, qui suit un peu la même branche, etc. Est-ce qu'à un moment donné, il t'a pas découragé ou dit, non mais attends, arrête de faire ça, tu as fait tant d'études pour devenir médecin, chirurgienne, etc. Mais continue dans ta voie, quoi. Enfin, non, ils m'ont jamais dit jamais dit ça. Non, parce qu'ils me connaissent, je pense. J'ai toujours fait des milliards de trucs. Mais ils voyaient ça comme un projet. Ils ont longtemps, en fait, ça. Ils m'ont jamais découragé. Ils ont plutôt vu ça longtemps comme un side project que je faisais. Alors que pendant 2 ans, c'était déjà une entreprise. Et parfois, mon papa me disait, je le voyais pas souvent parce que j'étais aux US, il me disait, ça va ta start-up? Papa, je n'aimais pas quand tu me posais cette question avec cet air-là parce que c'était trop je savais pas quoi lui répondre. C'est la galère, je savais pas quoi lui répondre. Donc et comme de toute façon, souvent j'avais pas envie d'en parler en fait parce que c'était compliqué, etc. Et j'avais pas envie de lui dire, mais en fait, je viens de me faire avoir pour 60 000 euros, 100 000 euros, j'endors pas la nuit. Je voulais pas qu'il s'inquiète non plus en fait, je pense. Donc en général, je disais, bah ça va, ou c'est dur, hein, mais ça va aller. Donc en fait, je m'auto-rassurais, ou en essayant de le rassurer parfois. Mais bon, j'étais pas non plus... Parce que tu as dû avoir des moments de doute aussi, je suppose. Ouais, des moments de doute et un peu de fatigue, ouais. Ah ouais. Ouais. Ouais, parce que je me dis, tu te dis, ok, j'ai un super métier que j'ai choisi de réaliser, de faire, qui est celui voilà, d'atteindre ce que tu as atteint, de te dire que tu peux très bien gagner ta vie en faisant ton métier, mais malgré tout, tu te dis non, en fait, je veux le côté risque, galère, entrepreneuriat. T'as pas eu à un moment donné des moments où t'avais pas envie de tout lâcher ou de... Alors, j'ai jamais eu envie de tout lâcher parce que à partir du moment où j'ai commencé à le faire, moi, quand je commence quelque chose, je veux le finir. Alors, je sais pas quand ce sera la fin, là. Pour le coup, je crois que c'est le projet. Peut-être que ça finira jamais. Peut-être que ça ne finira jamais. Je ne sais pas. Mais quand je commence quelque chose, j'ai mis tellement de temps, de passion, de pleurs, parce que oui, j'en ai pleuré des soirs, des stress, j'ai fait des nuits blanches à cause de ce projet. J'ai mis de l'argent. J'ai un peu imposé ça à ma famille aussi. Que, en fait, non, pour moi, c'était... même si des moments de découragement, forcément... je me suis jamais dit je vais arrêter parce que je sentais que c'était un truc qui
qui pouvait vraiment marcher, qui apportait de la valeur, en laquelle je crois, et en laquelle j'étais légitime. Et ça, j'ai mis forcément un peu de temps aussi à me l'auto-dire comme ça. Et vraiment, ce séjour aux US, moi, m'a fait un énorme bien sur le plan aussi humain. Pour te faire confiance. Pour me faire confiance, en fait. Vraiment, là, j'ai quand même réussi à être la seule Française parlant anglais avec un accent bien français, parce que j'ai fait des études de médecine, j'ai pas eu la chance d'aller faire des stages à l'étranger comme d'autres, comme mes frères et sœurs dans l'école de commerce ou autre. En France, c'est français. Donc, j'ai réussi à être en étant médecin, à être dans ce programme d'accélération pour des alors scientifiques business, parce que les profils étaient quand même scientifiques, il y avait quand même ça, il y avait des médecins, des chercheurs, donc je rentrais plutôt dans cette première case, mais qui étaient déjà quand même tous américains, avec ce côté business, aux États-Unis, à l'université de Yale. Donc ouais, ça m'a déjà, le jour où j'ai su ça, je me suis dit, j'ai dit, mais quelqu'un me fait confiance en fait là. Vraiment, il y a des gens comme ça qui m'ont fait confiance et qui m'ont ouvert un réseau. Et c'est un programme où ils ne prennent pas de pourcentage. Ils vous offrent un programme entier, gratuit, d'une qualité incroyable, avec un réseau, avec des gros cabinets d'avocats qui étaient sponsors, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Et j'ai rencontré des super amis. Maintenant, c'est quoi leur modèle alors dans ce cas? Parce que... Leur modèle, c'est financé par les régions, etc. Et c'est faire de rayonnement. Et ils ont plein de partenariats aussi, parce que derrière, les cabinets d'avocats, les partenaires récupèrent des clients aussi comme ça, je pense. C'est ça leur modèle. Ceux surtout qui réussissent derrière. Voilà, c'est ça. Puis ça fait quand même, ils font beaucoup d'événements. Enfin, le networking, moi, j'ai appris à networker aux États-Unis. Et au début, ça a commencé par du networking virtuel parce que je suis arrivée aux US en post-Covid et il y avait plein d'événements qui étaient annulés. Enfin, tout était en virtuel. Et ça, c'était juste... ils m'ont même payé des cours de prononciation pour que je sois encore meilleure dans mes pitchs, pour gagner du temps, parce que c'était des pitchs de 5:30, 6 ou 6:30. Ouais. Enfin, c'était incroyable. Incroyable. Vraiment, ça m'a donné confiance envers... Parce que j'ai vraiment des gens incroyables. J'avais pas eu autant d'aide, du coup, comme ça, en France. Maintenant, évidemment que c'est différent. Mais c'est vrai que c'est... Ok. Ouais. Et sur cette partie échec, est-ce que tu en as vécu ou il y a des parties pour toi où c'était vraiment un échec, tu l'as vécu comme un échec? Dans l'entrepreneuriat, là, alors évidemment, j'ai eu plein de difficultés. Je vais pas, on va pas rentrer dans les détails, parce qu'il y en a qui sont encore en cours d'ailleurs. Faut pas croire que tout ce qu'on voit sur LinkedIn, etc. Mais c'est comme ça, je pense que les entrepreneurs connaissent. Je vais pas dire, je pense que je suis vraiment quelqu'un de... C'est mes collègues qui me disent que je suis extrêmement résiliente. Je pense que je suis... un échec, c'est pas... J'arrive pas à dire ce que c'est un échec, en fait. Parce que moi-même, je trouve que j'ai de la chance d'avoir fait ces études. Je suis quelqu'un quand même qui a de la chance. Après, du coup, pour moi, je travaille sur cette chance encore plus. Je dis que parce que j'ai eu cette première chance de faire ces études-là, derrière, je ne peux que faire encore mieux. Donc, je suis toujours en train de me donner des objectifs et des gros challenges, toujours de plus en plus haut. Mais la partie échec, dans l'entrepreneuriat, j'arrive pas à dire qu'est-ce que ça pourrait être mon échec. Alors oui, peut-être que demain, si je dois mettre la clé sous la porte pour cette entreprise... Ça sera pour toi l'échec, quoi. C'est ce qu'on peut se dire. C'est ce que j'aurais pu me dire il y a un an. Mais là, j'ai tellement rencontré de gens. En fait, c'est une expérience là que je vis. Je me suis découvert, formé un réseau. Alors, plusieurs réseaux, parce que forcément, on parle de réseau, mais il y en a plein. J'ai rencontré des gens. J'aurais pas fait cette start-up. Aujourd'hui, j'aurais pas rencontré autant de personnes qui m'entourent. Donc, je le verrais pas comme un échec, mais clairement derrière, je rebondirais sur autre chose. J'utiliserais j'aurais besoin d'utiliser ce que j'ai fait, et je pourrais pas repartir de zéro. C'est ça que je veux dire. Je pense que je me dirais, si je devais repartir de zéro vraiment complètement, là, ce serait un échec. Mais si je me dis, je pourrais capitaliser sur tout ce que j'ai appris, le réseau que j'ai créé, ce que j'ai fait, je pense que je pourrais retrouver quelque chose, rebondir. Oui, bien sûr. Mais évidemment, ce serait une perte financière importante, de temps, etc. Parce que j'ai mis beaucoup de temps et d'argent aussi dans cette boîte. Ouais. Ok. Merci de nous avoir partagé tout ça. Donc, c'était un vrai plaisir de l'écouter
comme ça en live. Merci à toi. Là, nous allons passer sur une autre partie. Donc, on va parler des leçons apprises, du futur, donc de l'avenir. Et sur les leçons, est-ce que tu peux nous partager, on va dire, quelques leçons que tu as vraiment apprises pendant ce parcours-là et en même temps les enseignements que tu en as, leçons, enseignements et éventuellement des conseils que tu donnerais à des entrepreneurs qui souhaitent se lancer Alors, dans ton domaine. ouais, dans mon domaine, je pense que je suis quand même bien mieux placée pour donner des conseils à des professionnels de santé qui viennent de mon monde à moi, qui est un magnifique monde, mais voilà, qui est très particulier. Je pense que la culture du travail est clairement quelque chose qu'on a dans notre formation médicale. Hein, surtout, alors je peux parler surtout en effet de la formation médicale de médecin, d'où je viens, qui est extrêmement rigoureuse. On travaille énormément. On a énormément d'examens. C'est vraiment... Ça m'a servi pour l'entrepreneuriat, je pense, cette formation-là, au contraire, parce qu'il y a beaucoup de rigueur, beaucoup de terrain aussi. Forcément, on apprend la médecine en voyant des patients. On est étudiant en santé, on va au lit du patient, on apprend comme ça. Voilà. Et c'est pas les stages qu'on fait après. C'est pas, en France, on a cette chance-là. Parce qu'il y a des pays européens où j'ai été dans certaines facs où ils n'ont pas cette formation au lit du patient dès le départ. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose qui, en tout cas, je pense, peut servir à tout professionnel de santé qui a une idée. On a cette formation vraiment très terrain au départ. Alors bien sûr, après, parce que je reçois pas mal, en fait, c'est pourquoi je m'adresse plutôt aux professionnels de santé qui ont envie de devenir entrepreneurs, ou en tout cas de monter un projet, parce qu'en fait, j'ai moi-même beaucoup de sollicitations de collègues, justement, qui nous contactent. Certains, une fois, il m'a fait rigoler. Il me dit est-ce que tu peux m'aider à trouver un CTO et un COO parce que moi, je veux être le CEO. Et c'est rigolo parce que j'étais un peu comme ça il y a 3 ans. Ouais, tu t'es vu... Parce que la start-up, c'est CEO, COO, CTO. Tu vois les trois Sauf que, mon gars, trouver un CEO et un CTO, moi, je viens juste de trouver mon CEO, mais CTO, je n'ai toujours pas trouvé, et c'est la galère, en fait. Je sais pas, juste, tu trouves comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des programmes de start-up d'incubateurs où ils vous disent, oui, on vous aide, vous avez l'idée, et on vous trouve les personnes. Mais en fait, non, ça ne peut pas se trouver comme ça. En fait, surtout. Alors oui, soit vous avez l'idée de départ ensemble avec des copains ou avec des collègues, ça commence. Ça, c'est presque le schéma le plus simple. Moi, ça n'a pas été le cas. J'ai continué mon petit bout de chemin. J'ai fait CEO, CMO, CTO toute seule, parce que j'ai vraiment fait CTO à un moment. J'ai dirigé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis voilà, ça a été un peu explosé un petit peu, parce que j'ai fait la CTO pendant 3 mois. Et il y a un copain qui a repris les trucs. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait là avec ces prestats et tout? Tu t'es cru CTO là? Non, je sais bien que c'est la galère, mais là je galère vraiment, quoi. Je sentais que j'étais au... Bon, voilà, j'ai testé. Ça, c'est... Aujourd'hui, je pense que pour un professionnel de santé, pour revenir à la question, qui souhaite faire l'entrepreneuriat, souvent déjà l'idée, elle part du terrain, donc moi j'ai pas de doute sur ces idées-là. Franchement, en général, c'est qu'il y a un besoin qui a été identifié. La question est plutôt, quel est ton positionnement? Et ça, c'est très spécifique que ce que je vais dire, c'est la question que je me suis posée. Est-ce que tu veux être, quand tu montes ton projet, forcément tu commences tout seul, si c'est toi qui as l'idée. Est-ce que tu veux être, à terme, dans ta vision, CEO, justement, ou tu veux être directeur médical, le CMO, en fait? Et cette question, je me la suis posée. Au départ, quand tu es seul, tu fais tout. Mais à terme, dans ta vision des choses, qu'est-ce que tu veux, comment tu vois les choses? Est-ce que tu veux continuer à pratiquer à côté? Est-ce que tu veux diriger l'entreprise? Est-ce que tu veux diriger la stratégie médicale? Ça, aujourd'hui... Il faut partir de ce qui le passionne, finalement. Exactement, mais aujourd'hui, pour finalement mesurer la portée du projet qu'on va mener, si on a une vision vraiment de CEO, et ça fait partie des choses que je souhaite monter, d'ailleurs, c'est des formations sur ça pour les professionnels de santé, parce que pour l'avoir vécu moi-même, je pense être assez bien placée pour en tout cas donner des pistes, évidemment. Après, chacun se fait sa propre idée. CEO, c'est vraiment diriger une entreprise. Bon, dès le départ, on m'a dit, si tu veux diriger une entreprise, tu vas arrêter la chirurgie. D'ailleurs, il y a plein de personnes qui me demandent souvent quand est-ce que tu arrêtes la chirurgie, là. On va voir en fonction de l'activité aussi. Ça dépend de l'activité, ça dépend aussi de ton projet. Moi, il est très basé sur la communauté médicale. Je fais des vidéos, blogs. En fait,
la personne que je suis avec ce statut chirurgienne convient aussi au projet. Donc voilà, il n'y a pas de règle par rapport à ça, même si on va être CEO, ça je le dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent souvent, t'es CEO, mais comment tu fais pour opérer, pourquoi tu opères encore en fait CMO, c'est, je vais dire, je pense que la plupart des médecins avec qui je discute ou des soignants qui ont envie de monter des projets, ils ont envie de monter un projet à côté, ils ont besoin que quelqu'un prenne le lead sur ce développement de projet, mais ils souhaitent gérer la partie médicale. Voilà, être fondateur, mais sur la partie médicale. Il y a plus aujourd'hui de soignants qui ont plus cette mentalité-là, ce que je comprends. Donc ce que je dirais, c'est pour ce type de projet, il y a pour le coup là des incubateurs ou des programmes, et ça on peut évidemment chez Accurcare, on est extrêmement bien placé parce qu'on a beaucoup de retours de la communauté médicale sur ce type de programme. On peut évidemment renseigner sur les programmes qui sont bien pour se faire accompagner et monter une équipe sur ce projet-là, tout en restant bien sûr clinicien. Pour la partie CEO, c'est là que je trouve qu'il y a aujourd'hui rien qui existe pour des médecins ou soignants qui souhaitent vraiment monter leur entreprise et être CEO. Encore une fois, ça ne veut pas dire arrêter son activité à côté, mais vraiment mener ce projet de départ. Et c'est ça que nous, on souhaite aussi mettre en place, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accompagnement en ce sens, et c'est ça qui est difficile. Donc moi, j'invite en fait ces personnes, si elles veulent, on peut échanger déjà sur ces besoins-là. Pour le coup. C'est ce que j'allais te dire, c'est que vu que tu étais parti aussi du constat que en France, on n'a pas ce programme un peu entrepreneuriat dans les branches médicales, enfin en tout cas médecine, etc., quand on veut faire médecine, est-ce que ça t'est pas venu à l'idée de te dire, en fait, je vais créer cette branche-là, je vais inviter tous les jeunes étudiants en médecine en fait, à leur dire, mettez-vous en tête que vous pouvez aussi devenir entrepreneur, prenez tout de suite du bagage dans cette partie-là pour vous préparer à cette partie. Enfin, tu vois, comme ça, quand tu m'avais dit ça, je me suis dit, ça peut être franchement... Alors, il existe des choses maintenant. Ah, ok. Attention. Et je suis d'ailleurs bien au courant de ce qui existe, parce que souvent on me demande mon avis aussi, donc c'est super chouette. Et donc là, je suis partenaire, notre startup est partenaire du programme, par exemple, Emerge France, qui est un programme créé par des internes de la PHP, donc hôpitaux de Paris, pour justement aider des jeunes médecins, des jeunes soignants à démarrer des projets. Donc c'est une sorte de pré-incubateur. C'est bien. Je trouve ça super, et en plus ils sont bien connectés maintenant avec des étudiants de centrale, des ingénieurs, des étudiants en commerce, donc ça leur permet de faire des petites équipes, et on a aidé une équipe justement avec notre solution, et ça c'est super bien. Il faut dire c'est des internes qui ont créé ça, que je connais bien, donc ça il y a des projets comme ça quand même qui existent dans différentes facs, différents hôpitaux. Il y a des DU maintenant quand même d'innovation. Alors ce ne sont pas des DU d'entrepreneuriat, mais quand même des DU pour des soignants qui souhaitent s'initier aux nouvelles technologies. Donc, et encore une fois, c'est de la formation, mais déjà il y a des choses qui se passent, donc ça c'est super. Il y a des formations là, ils ont annoncé, je ne sais plus il y a combien de temps là, justement qu'il allait y avoir des programmes de formation plus à l'innovation dans les programmes vraiment obligatoires, dans les facs de médecine. Donc ça c'est vraiment bien. Après, c'est sûr que l'entrepreneuriat, je pense que tu peux le dire, ça ne s'apprend pas en fait. Même si on a une formation, même si j'ai une formation pour faire un business plan, en fait, je pense que je serais à passer à côté si j'avais fait ça il y a 6 ans. Parce que mon business plan pour ma start-up, en fait, j'ai appris en le faisant. Bon, aujourd'hui, c'est plus que moi qui le fais. Non, mais surtout, ne serait-ce qu'à détecter, on va dire, les potentiels étudiants en médecine, mais qui ont on va dire, une fibre aussi entrepreneuriale. Pour qu'on puisse les détecter et les orienter aussi dans leur parcours et les accompagner. Oui, les accompagner. Voilà. Mais ça commence par de l'intrapreneuriat. Moi, j'ai fait beaucoup d'intrapreneuriat au départ. J'ai monté des projets. Parfois, j'ai beaucoup détourné des outils existants d'application pour les utiliser dans notre pratique au quotidien. Parce que là, par exemple, les relevés de thèse, pour les relevés de thèse, il fallait tout prendre à écrit avec des photos. Moi, j'étais avec Google Translate. Je prenais en photo, bim, je le remettais parce que je m'en fichais de la traduction en anglais. Mais j'utilisais juste la façon quand c'était un peu prompté, le truc, tu vois, pour les enregistrer directement sur ma Dropbox, etc. Pour pas avoir... Et je voyais les collègues, ils étaient en train de faire du recueil, comme ça, de recopier des phrases. Mais non. Bon, il se passe encore beaucoup de choses comme ça aujourd'hui en médecine en France, mais... Mais non, c'est sûr, l'intrapreneuriat, c'est déjà accompagner des étudiants au sein des services pour... Il y a un projet, et je pense que ça vient... De toute façon, ma génération commence à être chef de service en ce moment. J'ai des collègues, là, des copains, ils sont
où elles sont MCU, maîtres de conf, donc ils peuvent mener des projets avec des étudiants. Donc ça va arriver, c'est eux qui vont prendre la main sur ce type de projet. Ok. Je pense que ça dépend beaucoup aussi des services dans lesquels on apprend la médecine en fait. Là, je suis d'accord. Bon, bah, c'est top. Et donc, si on doit parler un peu du futur, euh, de l'avenir, comment est-ce que tu vois AccureCare dans 5 ans, dans 10 ans? Alors, disons, ça va être difficile. Sur 5 ans déjà. 5 ans, 5 ans, je nous vois pas que en France, évidemment aux US. Ah oui. Voilà, mais bon, ça va pas être facile, hein, je l'entends bien quand je le dis. Je dis ça en toute humilité. Hein, je sais bien, pour avoir vécu 2 ans là-bas, je n'ai pas tout vu, mais je sais qu'il y a plusieurs marchés et que c'est compliqué. Donc voilà, en tout cas, dans 5 ans, j'aimerais bien qu'on y soit. Peut-être pas avec ce projet même, peut-être ce sera un produit parmi. Hein, ça sera peut-être un peu différent l'approche qu'on aura, très probablement. D'ailleurs, j'en ai discuté récemment avec un de nos business angels. Mais oui, j'aimerais bien qu'on soit, en tout cas aux US déjà, j'ai peut-être aussi dans d'autres pays d'Europe, avec un produit, vraiment. Voilà, pas cabinet de conseil, hein, parce qu'aujourd'hui, forcément, on fait des choses à la mano, et c'est pour ça que les gens pensent qu'on est un cabinet de recrutement ou prestataire, ou voilà. On est en train de devenir une solution technologique de prestation de services spécialisée dans le médical. Voilà. Ça, je vois ça dans 5 ans, plutôt sur le côté vraiment internationalisation, même si elle commencera probablement un peu avant, mais il y a toute cette phase d'approche et de recherche. Et puis après, j'espère qu'on sera forcément une équipe plus nombreuse. Alors, on n'a pas vocation dans l'équipe à devenir passer à 100 là, dans 3 ans, etc. Nous, on préfère, on souhaite mettre en place des outils d'IA générative en interne pour garder notre culture de start-up qui est déjà en remote avec des outils digitaux, etc. On souhaite vraiment progresser en ça et avoir pas une grosse équipe. Forcément, on en aura plus, parce que si on est dans d'autres pays, il faudra aussi avoir des locaux, des personnes locales, je veux dire, hein, des Américains aux États-Unis, ça va de soi, voilà, en fonction des pays. Mais ouais, d'avoir une équipe plus grosse et puis surtout une organisation interne qui est vraiment high-tech, dans l'air du temps, quoi. IA générative, moi, on va vendre de l'IA générative, on sera une boîte d'IA générative aussi en interne, dans nos process. Ok. Mais dans le médical toujours, dans la santé. Oui, dans la santé, et peut-être qu'il y aura, comme on est pas mal sur le training, tout ce qui est formation, peut-être notre produit pourra servir à d'autres. C'est vrai que ça peut faire partie du 5 à 10 ans de dévier dans d'autres secteurs, avec un produit évidemment démontré dans la santé. Ok. Mais c'est vrai que quand tu me disais tout à l'heure que tu as quand même évolué, été incubé dans un accélérateur aux US, bah, naturellement, je me serais dit que tu allais déjà aussi développer les US en même temps que la France. Parce que tu n'avais pas détecté ce besoin aux US? Alors, I thought it was possible. On m'a beaucoup encouragé à le faire, surtout là-bas. Oui. On m'a dit, mais Solène, voilà. En plus, tu es sur place. J'étais seule. J'avais un cerveau en France, un cerveau aux US, donc des parfois qui se télescopaient avec des neurones dans tous les sens. Je savais que j'allais revenir, que mon duvet était que 2 ans. J'avais une communauté, surtout, je connais quand même le milieu des professionnels de santé. Pour ce que je connais, j'ai découvert plein de choses aussi, moi-même, du milieu de la santé et des professionnels de santé en faisant ce projet. J'avais déjà cette communauté qui grandissait en France, cette légitimité en tant que professionnel de santé en France. Tu ne voulais pas faire la même chose. J'ai voulu faire. Je pouvais pas faire les deux en même temps. De toute façon, au niveau là, c'était trop. C'était fait trop pour moi. Donc j'ai décidé en rentrant en France, de vraiment rester. Et pourtant, au départ, il y a des petits postes que vous verrez de septembre-octobre. Je fais un truc à moitié en anglais, à moitié en français, comme j'ai fait pendant 2 ans. Là, j'ai fait français sur mon LinkedIn, etc. Event français. Ce qui m'a permis de me focaliser aussi, ce qui est difficile pour moi, mais voilà, au moins sur ça. Et puis là, ça nous a permis, là, moi, je garde, de toute façon, j'ai des contacts encore aux US, donc ça m'arrive, j'aime bien garder, je fais des pitchs, je montre où j'en suis à certaines personnes là-bas. Et certains m'ont dit ils voient l'évolution aussi, et tu vois, l'idée, c'est de trouver le bon moment avec la bonne approche pour entre guillemets, repostuler un accélérateur. On va pas y aller comme ça, mais repostuler un accélérateur pour là refaire toute une étude de marché à ce moment-là avec le produit qu'on va avoir. Et je pense qu'on va pouvoir commencer à le faire bientôt, mais voilà plutôt l'approche. Je pense qu'elle est... Parce qu'aujourd'hui, sur ce que tu fais, tu n'as pas de concurrent en France ni en Europe?
Alors, la façon dont on l'approche, non. Notre approche, elle est vraiment, elle est disruptive. Vraiment, c'est un truc, on commence à être un peu connu pour ça, hein, c'est notre communication est un peu disruptive aussi. On n'a pas de concurrent direct. Après, il y a des projets ou des communautés de soignants qui testent des produits. Là, j'ai discuté avec un confrère en Écosse qui a une grosse communauté. Il souhaite faire un partenariat. Voilà, donc il y a des choses, forcément, des projets. En plus, j'aime bien quand c'est géré par des professionnels de santé. Il faut juste que nous, on est en train de se développer sur la digitalisation qui nous distingue encore plus. Voilà, après, il faut qu'on se tienne à jour. On ne connaît peut-être pas encore tout ce qui est en train de se passer. Il faut qu'on prenne le temps. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc oui, il faut qu'on tienne la route sur ce côté-là, quoi. Okay. Parce que sur l'aspect digitalisation, l'idée, c'est que, on va dire, dans quelques années, moi, je suis une entreprise, je veux innover dans mon secteur qui est la santé aussi, que j'arrive sur ta plateforme, que je puisse... en exprimant juste mon besoin automatiquement, je puisse être connecté comme ça, générer, connecté par un professionnel de santé. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est vraiment les équipes, enfin toi et tes équipes qui faites finalement tout ce travail-là. Donc là, de connexion, oui. Après, il y a de la génération de contenu avec IA génératif qu'on fait. Okay. Mais l'idée, c'est que oui, à terme, il y a pas mal de choses qui soient faites en IA générative et que beaucoup de choses soient automatisées, ouais. Même l'expertise médicale. C'est comme ça que tu vas scaler. Exactement. Bon. C'est ce qu'on aimerait, on verra. Merci en tout cas de nous avoir partagé cette partie future. On arrive à la fin de notre émission. Est-ce que tu peux nous partager quelques, on va dire, recommandations culturelles, des livres, des podcasts, des films, des séries ou autres qui t'ont marqué ou qui ont joué un rôle, on va dire, important dans ton apprentissage ou dans ton parcours, voilà. Oui, il y a pas mal de... Moi, je lis pas mal de livres, podcasts. C'est vrai que j'ai une tendance à lire beaucoup trop, je pense, sur l'IA et l'entrepreneuriat. Je devrais lire un peu autre chose, mais ça m'obsède. Mais j'ai lu un livre qui m'a beaucoup marqué. Je l'en avais parlé déjà dans un précédent podcast il y a 3 ans. Apprendre au XXIe siècle de François Taddy. Parce que comme j'aime beaucoup apprendre, c'est vrai que c'est une méthodologie qui réinvente aussi. Je pense que c'est hyper important en tant qu'entrepreneur aussi, parce que moi j'ai appris à apprendre, j'ai appris tellement de choses avec l'entrepreneuriat que sur le terrain, par moi-même, que je trouve que ce livre est extrêmement intéressant. Donc ça c'est un bon conseil de livre hors tech et entrepreneuriat, start-up pur. Et j'ai sinon, j'écoute beaucoup de podcasts, parce que je pense que c'est mon côté... je trouve que c'est bien, c'est animé. Alors en fois, comme je t'avais dit, en x06 ou fois, ça dépend un petit peu des épisodes, mais il y a le podcast Deep Tech de Challenge là qui existe depuis pas si longtemps. Il y a eu quelques épisodes et qui est vraiment bien, surtout les invités qu'ils invitent. Je trouve que c'est sur l'IA, hein, évidemment, sur la Deep Tech et l'IA. C'est très très intéressant. J'aime beaucoup celui-là. Et il y a aussi, je vais donner un petit coup de pouce au podcast qui s'appelle Beyond Health Tech de mes collègues Fouad Mahar et puis Meriadec qui est pharmacien, qui a monté ce podcast pour interroger toutes les startups, pour en mission toutes les startups de la health tech française avec des épisodes très courts de 20 minutes. Et donc je suis leur dernier épisode. Et comme ils ont un pari pour savoir quel est l'épisode qui aura le plus d'écoute, je vous invite à voter pour l'épisode que Fouad a fait avec moi. Voilà. Parce que j'aime bien aider les collègues. On aime beaucoup. C'est très corps, hein, l'esprit de corps en santé, en médecine. Et puis sinon, non, mais je suis très forcément LinkedIn, comme les gens le savent. Donc il y a beaucoup d'informations aussi, à la fois business et informations. Sur LinkedIn, donc vraiment c'est un réseau. Te suivre aussi, hein, s'ils veulent continuer à découvrir un peu l'aventure. Avec plaisir. J'essaye de raconter des choses intéressantes, faire une petite veille aussi sur ce qui se passe, qui peut être utile, en tout cas parce que moi je travaille avec mon point de vue toujours. Et puis surtout, on essaye avec l'équipe aussi de faire des posts intéressants. Je pense qu'on est une start-up on n'est pas là pour communiquer. Le nombre de fois qu'on m'a dit de faire des choses, d'écrire des choses, j'ai dit non, moi je communique pas pour communiquer, je communique parce que j'ai quelque chose à dire.
Et je pense que c'est notre côté médical aussi, peut-être probablement très, très terre à terre, qui fait que voilà, mes postes peut-être sont très terre à terre. Voilà. C'est vrai, c'est bien. Ok, ben merci de nous avoir partagé ces quelques recommandations. On va aller les checker et puis on va les pinguer dans l'émission pour que tout le monde puisse aller les voir. Donc là, on arrive à la fin. Je voulais te laisser le mot de la fin et en même temps te dire ou répondre à une question que éventuellement je t'ai pas posée ou que tu aurais voulu que je te pose. Donc, je t'en prie. Non, mais je pense que c'est peut-être une petite réflexion, parce que là, on a parlé beaucoup d'IA. En effet, je suis une grande fan de l'IA dans le sens... c'est pas tellement la technologie, bien sûr, je suis pas ingénieur, je maîtrise pas tous les outils, j'ai des collègues, des copains, des partenaires qui nous aident justement à comprendre certaines choses. Par contre, voilà, ce qu'on sait faire, et c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien dans ce projet entrepreneurial, c'est vraiment trouver les bons usages qui fonctionnent vraiment de l'IA en santé. C'est vraiment ça sur lequel je me suis attaquée à ça depuis 3-4 ans. Donc on entend beaucoup parler de ça en ce moment au niveau communication en France sur les usages à ça. Nous, on est déjà dessus depuis 4 ans. Et pourquoi on est dessus ? Parce que l'humain, dans l'IA et en santé, il restera... Je pense que s'il y a un secteur où il restera toujours de l'humain, il restera toujours le médecin, il restera toujours des patients, c'est bien en santé. Donc c'est pour ça que notre solution, en tout cas ce projet sur lequel on travaille et qu'on est tous passionnés dans l'équipe pour le faire, c'est que c'est un projet certes business, qui rend service aux entreprises pour développer des solutions innovantes au plus proche des usagers et surtout qui travaille sur l'adoption des professionnels de santé. Mais tout ça, c'est pour qui ? C'est pour les patients. Et donc là, c'est mon petit mot de la fin en tant que médecin aussi, qui eux-mêmes sont aussi... qui font partie prenante en fait de pas mal d'outils. Il y a des associations de patients, mais aussi des patients qui participent au développement de ces projets, ces produits. La petite anecdote de la fin, c'est que moi j'ai des patients entrepreneurs qui me donnent des idées et qui me suivent sur LinkedIn maintenant et avec qui on échange. Et moi, en ce moment, c'est l'ère de tout se mélange. J'ai des patients entrepreneurs qui viennent me voir en tant que patient, mais comme ils me parlent de start-up d'IA à un moment, quand je leur demande toujours leur métier, moi j'aime bien savoir ce que les gens font. Hop, ils me parlent d'IA, mais alors c'est parti, la consultation qui dure 45 minutes, là, elle dure plus 10 minutes, là, les secrétaires, elles n'en peuvent plus. Elles disent, ah tiens, lui, il travaille en IA, ça. Exactement. L'autre, une fois, c'était en crypto, là, il y en a un, il m'a branché sur la crypto pour Accurka, j'étais là, du coup, on doit reparler, etc. Et puis maintenant, j'ai aussi des entrepreneurs qui me voient sur LinkedIn, qui viennent me voir en tant que patient. Voilà. Et c'est ça qui est génial, c'est que travaille sur l'IA, mais voilà, c'est une solution qui me permet aujourd'hui, ce projet me permet de vraiment relier des patients, des entreprises, des médecins, LinkedIn, sur le développement de solutions qui vont aider les patients en santé. Parfait. Merci beaucoup Solène de nous avoir partagé en fait ton parcours et toute ton aventure avec HackerCare. Donc j'invite tout le monde à aller checker ça. Et puis je pense que pas mal d'entreprises qui vont vouloir maintenant venir voir aussi ce que tu proposes et qui veulent innover dans le monde de la santé. Et aussi potentiellement des étudiants en médecine pour qui peut-être l'entrepreneuriat peut être un chemin. Et puis venir aussi s'inscrire sur ta plateforme, même quand on peut être étudiant en médecine et s'inscrire aussi. Bien sûr. C'est génial. Et ils le savent très bien, les internes et externes en médecine. D'ailleurs, on en a beaucoup sur la communauté qui sont les bienvenus. Moi, j'ai dans la famille des étudiants en médecine, donc je vais leur dire... Avec plaisir. de venir voir. Et puis sinon, voilà, c'est fini. Donc merci à toutes et à tous de nous avoir suivis jusqu'ici. Merci de nous donner encore de la force pour développer ce jeune média qui est dédié à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Donc nous allons continuer à rencontrer des personnes formidables comme Solène. Moi je suis très content de faire ce que je fais là parce que ça me permet aussi de rencontrer beaucoup de monde et des personnes juste qui viennent de tout horizon, avec des parcours juste incroyables. Donc ça m'enrichit aussi. Donc j'espère que je vous transmets aussi ça à travers les émissions qu'on fait. Je vous dis à très bientôt sur Binov. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci.